Il y avait quand même ce côté qui me dérangeait de se dire les enfants pleurent et c'est une fatalité. Je trouvais ça dingue, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas faire ça, on peut pas travailler comme ça. Nouveau récit. Ça m'allait pas, donc j'arrivais pas à me dire ça me va pas, mais je fais rien, en fait. Donc voilà, j'ai envoyé le mail. En fait, tu t'es transformé quand même en chef d'entreprise avec tout ça. Ah ouais, c'est vrai que ça a dérapé à un moment. C'est à partir de quand ça a dérapé ? Du mail envoyé, je pense. Je dis, mon métier a changé ce jour-là, quand même. Voilà. Nouveau récit. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Parole publique. Et c'est vachement difficile de t'avoir, je sais pas. T'as un ange d'administre, c'est incroyable. Un petit peu, ouais. Ouais, Les journées font 24 heures, mais c'est sûr que... J'aimerais bien qu'elles fassent un peu plus, mais souvent j'optimise bien les 24. Ouais. Tu vois, en ayant la chance de travailler à l'hôpital et de travailler parfois la nuit, le week-end, tout ça, j'optimise bien. Tu vois, j'étais de garde dimanche soir et j'ai enchaîné lundi, voilà. Ça veut dire que t'es Ouais. de garde, puis après t'enchaînes, tu fais même pas la sieste ? Non. T'es Non. hyperactive ? Oui, après j'ai pas besoin de beaucoup dormir et j'ai un sommeil quand il faut réparateur, c'est sûr, je pense, parce que voilà, je sortais de garde hier, ils m'ont dit mais on dirait pas que t'as dormi que 2 heures, voilà, et hier soir je me suis couchée, je pense que j'ai vraiment bien dormi, aujourd'hui ça va. Clairement, moi j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis mort. C'est pas ouais, possible. c'est ça. Non, ouais. moi, je fonctionne pas du tout comme ça, ouais. C'est bizarre, hein. Ouais. Et puis Léa m'a mis à la sieste. Ah ouais. Et puis j'ai appris justement en fait à gérer maintenant mon sommeil. Ah ouais. Tu vois, ça veut dire que comme je fais aussi des grandes journées, je me case entre 13h30 et 14h, tu vois. Donc il y a un quart d'heure de sommeil, hein, un quart d'heure de sieste, et puis hop, tu repars comme en 40 en fait. Ouais. Mais moi, il faut que j'apprenne à faire ça. Faut que j'apprenne. Je le fais tout petit peu, ouais, des fois de me poser un quart d'heure sans dormir, mais juste se poser. Je vois bien que ça fait du bien. Faut que je me force à faire ça. Et alors, tu es Nolwenn ? Oui. Vas-y, présente-nous un petit peu qui tu es déjà à la base. C'est quoi ta carte d'identité ? Ma carte d'identité, alors si on monte loin, déjà je suis bretonne, je suis née à Lannion, dans le granit rose, j'aime bien dire ça. Dans les Côtes d'Armor. Exactement. Et c'est une région que j'aime beaucoup, évidemment. Mes parents sont du Finistère Nord et j'ai des racines bretonnes importantes. Je suis infirmière anesthésiste et je suis partie faire mes études d'infirmière à Paris. La Bretagne, je trouvais ça trop petit, je voulais partir dans une grande ville, donc voilà, c'était un vrai choix. Et après, j'ai commencé à travailler à l'hôpital Necker à Paris, où j'ai eu la chance de travailler avec des anesthésistes en réanimation neurochirurgicale, où j'ai appris la vie du haut de mes 20 et quelques années, parce que c'était un service très dur, et que j'ai vraiment eu cette chance de travailler avec des gens incroyables et des enfants. Alors, ça consiste en quoi, justement ? L'anesthésie, réanimation pédiatrique, c'est quoi cette histoire ? C'est un métier particulier. Déjà, l'hôpital qui est un petit peu fermé, le bloc qui est un peu fermé, et de faire l'anesthésie, réanimation pédiatrique, c'est encore une autre étape. Et moi, c'était vraiment un choix poussé par les anesthésistes de faire cette spécialité. Et après, une fois que j'étais infirmière anesthésiste, de faire de la pédiatrie. Ça, c'était vraiment un de mes objectifs. Donc, c'est endormir les enfants pour des interventions chirurgicales au bloc opératoire. Et puis, de veiller à ce que ça se passe le mieux possible, qu'ils se réveillent bien et qu'ils rentrent chez eux en ayant vécu ça le mieux possible. C'était ça le challenge un petit peu que je m'étais fixé. C'est une spécialité, non, pour les médecins et pour les infirmiers et les infirmières, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Pour les infirmières, c'est une formation. Après, il faut être infirmière déjà, avoir travaillé au moins 2 ans, souvent dans des secteurs de l'anesthésie, de la réanimation, des urgences. Et tu commences pas directement après tes études. Hein, non, on peut pas. Ouais. Voilà, faut au moins avoir un peu de l'expérience professionnelle et ça se comprend. Moi, j'ai travaillé 5 ans en réanimation et c'était pas trop. Et donc après le concours et 2 ans d'études avant d'être infirmière anesthésiste. Voilà. Et pour les médecins anesthésistes, voilà, c'est le choix de l'internat de faire cette spécialité d'anesthésie-réanimation. Donc oui, c'est vraiment des métiers vraiment spécialisés en fait. Hein. Parce qu'en plus, t'as l'anesthésie adulte. Oui. Est-ce qu'il faut passer d'abord par ce stade-là avant de passer par l'anesthésie pédiatrique ? Alors moi, en tant qu'infirmière, j'avais fait que de la pédiatrie et quand j'ai passé le concours, c'était une des questions de dire j'ai fait que de la pédiatrie. Et puis en fait, je l'ai eu cette question à l'oral du concours et je leur ai dit mais vous savez, la veille, je m'étais occupée d'un enfant polytraumatisé qui faisait 1m80 et 75 kilos. Ouais. C'était un format adulte. Un enfant, hein. Non, voilà. Donc oui, il y a des spécificités de l'adulte même pour ces ados-là. Et non, ça n'a pas été un frein.
Après, quand j'ai été infirmière anesthésiste, au début, j'ai pas pu tout de suite aller en pédiatrie. Donc, j'ai fait de l'anesthésie adulte. C'était aussi une très bonne expérience. Hein. Et puis, prendre aussi de l'assurance en anesthésie, c'est quand même des métiers très compliqués et où on a la responsabilité des gens entre nos mains. Donc, il faut quand même maîtriser les choses avant de faire de l'anesthésie pédiatrique, qui est encore un autre niveau, je trouve, d'endormir des bébés d'1 kilo. Enfin, voilà, c'est des métiers... Des bébés de 1 kilo, c'est des métiers assez dingues. Ouais. Donc, finalement... Ouais, mais moi, c'était un choix et j'ai jamais regretté de le faire. Mais 1 kilo, faut se représenter quand même, parce que un bébé, quand après une grossesse de 9 mois, il naît, il a quoi? Il a 3 kilos, 3 kilos et demi, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire en fait que tu peux endormir des bébés de 1 kilo. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas... C'est des prématurés, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est fou. Mais tu fais comment pour le piquer? Des fois, c'est compliqué. Ouais. Après, voilà, on a la chance d'être... c'est pour ça qu'il faut des gens qui font ça souvent, qui sont très spécialisés. Et c'est ce qu'on fait à Rennes, dans le service d'anesthésie pédiatrique, c'est sûr. C'est des gens qui sont hyper formés. Parce que toi, tu es justement en fait au CHU de l'hôpital sud de Rennes. Oui, tout à fait. Ouais. Dans une super équipe. Dans une super équipe. Avec des super anesthésistes. C'est clair. Qui sont parfois, et c'est aussi ça qu'on partage, qui sont parfois plus juste que des collègues. C'est vraiment des amis. Et ça crée des liens parce qu'on vit des situations difficiles, parce qu'on fait des gardes ensemble, on passe des nuits ensemble, des jours. Et que voilà, c'est un métier d'entraide aussi. Et en plus, quand on est infirmier anesthésiste et anesthésiste, on est un vrai binôme. Et il y a de la collaboration, chacun a sa place et on sait ce que fait l'un et l'autre. Donc, on travaille dans des bonnes conditions. Je trouve que c'est vraiment une belle collaboration. Et puis, il y a des affinités aussi, mais ça crée des liens, forcément. On passe beaucoup de temps ensemble, on passe beaucoup de temps au travail. Et oui, il y en a qui sont bien plus que des collègues, ça c'est sûr. Tu disais justement que tu travaillais au CHU de Rennes. Tu as été à Necker. Tu es né à Lannion. Oui. Tu fais partie de cette diaspora qui est rentrée en Bretagne. Hein. Parce que c'est quoi? On n'imagine pas, vivre ailleurs qu'en Bretagne. C'est un petit peu ça. J'ai adoré la vie parisienne. Mais en fait, ce qui me manquait, c'était la mer. Vraiment, j'étais trop loin de la mer. Et Rennes, c'était un choix parce que après avoir été dans les hôpitaux parisiens, je voulais quand même pas un petit hôpital, mais il en faut, hein, c'est pas le problème, mais je voulais quand même rester dans un centre important. Donc Rennes, et puis la ville de Rennes m'a toujours plu. Et je trouve qu'elle est très bien placée. On est à 1 heure de Saint-Malo, 1h30 de la Trinité, 2 heures de chez ma mère dans le Finistère-Nord, et puis 1h30 de Paris aujourd'hui. Donc en fait, je trouve que c'est quand même vraiment super bien placé, avec une ville qui est vraiment chouette. Il fait bon vivre. On est quand même d'accord que la Bretagne Nord, c'est quand même la plus belle côte de Bretagne. Oui, évidemment. Large. Large. Mais alors, de toute façon, en fait, dans les petits hôpitaux disons de proximité, il n'y a pas de chirurgie pédiatrique. Alors, ils en font, mais au-delà d'un certain poids et d'un certain âge. Et sinon, ils transfèrent effectivement soit à Brest, soit à Rennes pour la Bretagne. Et dans les centres qui sont spécialisés, qui ont l'habitude de faire des petits. Et des moins de 10 kilos, parce que c'est de l'anesthésie très spécifique, en fait. Et qu'il faut en faire beaucoup pour être performant, et que c'est des choix qui ont été faits et qui sont raisonnables pour une bonne prise en charge des patients, en fait. Je trouve que c'est vraiment adapté. Le réseau fonctionne bien, je trouve. On fait pas ce métier, on fait ce métier-là par vocation, en fait. On ne tombe pas dans ce secteur d'activité, on fait pas ce métier-là par défaut. Non, je crois pas. En tout cas, si on l'a fait pour ça, on reste pas. Mais si on reste, c'est que c'est vraiment un choix. Et pourquoi on ne reste pas, justement, si on est arrivé là par hasard? Alors, soit c'est parce que finalement on s'était trompé, soit c'est parce que le métier est difficile et puis qu'il peut y avoir de la souffrance aussi au travail et que les gens ils jettent l'éponge, qu'ils ont envie de partir, faire autre chose. Et ça doit être difficile parce que c'est vraiment en dépit. Et de partir, non, il ne faut pas. Et quel type de souffrance? Je pense que ça peut aller loin. On parle beaucoup de burn-out, de gens... Et je pense que ça s'explique aussi parce que c'est des choix. C'est des métiers qu'on fait par choix. Et quand on ne se sent plus à sa place ou qu'on se dit qu'il faut faire un autre métier, je pense que c'est une vraie souffrance, un vrai renoncement, une carrière... Et que le burn-out, à mon avis, dans ce milieu-là, il est fort à cause de ça. Et on est là pour aider les gens. Et quand on n'y arrive plus, ça renvoie vraiment une mauvaise image. Et puis que c'est aussi des conditions
difficile d'horaire, de contraintes, voilà, et que c'est pas Puis simple à gérer. un hôpital public aussi qui se porte mal. Hein, Un hôpital qui est malade, voilà, avec des gens qui sont pas valorisés à la hauteur de ce qu'ils font, des conditions où on nous en demande toujours plus avec moins, et puis la souffrance des patients, c'est aussi violent, et on dit les soignants sont blindés, c'est pas vrai, c'est toujours difficile à encaisser, et donc on est un peu formé pour ça, mais pas tant que ça, et donc il faut vivre avec ça. Et moi je trouve que c'est violent. C'est souvent très violent pour les patients qui arrivent, mais pour les soignants, c'est violent. Puisqu'en plus, vous prenez ça un petit peu à la chaîne, quoi. C'est-à-dire un patient est remplacé par un autre. Oui, voilà. Donc si on le prend comme ça, c'est possible, hein, et peut-être que c'est une manière de se blinder, de tenir dans le métier, mais moi je connais personne qui le fait comme ça, vraiment. Il faut quand même avoir un prisme un peu humain pour exercer ce métier. Oui. Et si les gens râlent, et si les gens, c'est aussi parce qu'ils ont envie que ça soit mieux, et que vaut mieux râler et rester, essayer de faire bouger les choses que de partir et de mal vivre ça, je pense. Mais oui, l'hôpital va mal, et pourtant on a un système de santé de dingue, et puis des gens hyper compétents. Enfin là, moi, les CHU, l'anesthésie pédiatrique, tout le monde est quand même... moi, je leur confierais mes enfants les yeux fermés, quoi. Donc, c'est un hôpital dont il faut prendre soin, je pense. Ouais. Alors, la particularité aussi, en fait, de la pédiatrie, c'est probablement qu'il y a le patient, d'une part, et puis il y a les parents. Il y a forcément, en fait, une autorité. Donc, tu ne gères pas uniquement que le patient que tu vas avoir sur ta table d'opération. Non, exactement. On gère la famille. Et je vois bien aujourd'hui que si notre métier a changé avec tout ce qu'on a pu mettre en place, mais voilà, si ça a évolué dans le bon sens. Et aujourd'hui, on paye aussi les traumatismes des parents. Un parent qui a été endormi dans son enfance, les 3/4 gardent des traumatismes de ce moment-là. Et quand, à son tour, on emmène ses enfants se faire opérer, qu'on ne sait pas ce qui se passe dans un bloc opératoire, qu'on ne sait pas que ça a évolué, que ça se passe plus de la même manière, qu'on peut venir en voiture électrique ou en jouant au bloc, en fait, c'est le stress des parents qu'on doit gérer. Et c'est tout ça qui ressort, et je l'ai vu plein de fois, où les parents m'ont dit, mais en fait, moi, j'étais endormie petite, j'y arrive toujours pas à me faire à ce traumatisme-là. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Et puis, on les voit parfois sur des durées très courtes, et finalement, ils ont leur vécu, et nous, on n'y connaît rien. On les rencontre là, sur ce moment-là. Et puis, nous, on dit toujours, il n'y a pas de petite intervention, mais voilà, on peut être traumatisé pour une pose de diabolo dans les oreilles, comme pour une tumeur cérébrale. En fait, on n'est pas là pour juger déjà, et chacun vit son histoire avec tout ce que ça peut représenter. Donc, il faut se mettre un peu à la place des gens et essayer de faire au mieux pour chacun, peu importe l'intervention, en fait. Et de prendre cette famille dans la globalité, quoi. Alors, tu as une particularité, c'est que tu as une double casquette. Oui. Alors, tu es présidente des Petits Doudous, fondatrice des Petits Doudous, qui est une association dont tu vas nous parler, qui est une histoire incroyable. Je dirais même pas d'ailleurs une histoire incroyable, qui enchaîne les histoires. Je crois que ça va être un petit peu le fil rouge de cet épisode de Nouveau Récit. Ça débute forcément par quelque chose. Hein. Oui, ça débute. Un peu traumatisant, je crois. Hein. Complètement. Par ce dont on parlait, là, de réaliser que peut-être ce burn-out et ce ras-le-bol de l'hôpital, ça m'était arrivé. Et vraiment de me dire, là, moi, il faut que je parte. Les enfants qui pleurent pour aller au bloc opératoire, j'en peux plus, je les supporte plus. C'est quotidien, ça. Voilà, c'était quotidien, et j'en étais même à appréhender l'enfant qui allait arriver. De me dire, il y en a un autre qui va arriver, il va aussi pleurer, et là, j'en peux plus, quoi. Depuis ce matin, 1, 2, 3, 4. Ça faisait combien de temps que tu travaillais déjà, en fait, à ces postes-là ? Ça faisait, donc c'était en 2011, ça faisait 10 ans que j'étais infirmière anesthésiste, et ça faisait 5 ans. 5 ans que tu supportais les pleurs des enfants. Ouais, 5 ans que j'étais en pédiatrie. Et pourtant, c'était un service où il y avait déjà plein de choses de mise en place. Le personnel était formé à l'hypnose. On avait déjà un regard et une écoute auprès des enfants. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a aidée, qui était différente. Il y en avait qui pleuraient, mais ils pleuraient déjà pas tous. Puis que même dans nos formations, on nous dit les infirmières, elles font des burn-out, elles arrêtent. Donc je me suis dit, ça y est, ça m'arrive, quoi. C'est mon tour. Il faut que je parte, il faut que j'arrête. Il faut que je change de métier, mais je ne sais pas ce que j'allais faire. Et puis c'était très dur et très douloureux de me dire que je jetais l'éponge, quoi. Et que là, ça m'allait pas, que les enfants pleuraient, que c'était une fatalité, que je pouvais rien faire. C'était horrible, en fait. On s'approche probablement, en fait, de cette idée que face à l'échec, on tente de fuir, non ? On tente de prendre ses clics, ses claques, on essaie de se préserver, donc c'est ça. On n'a plus envie d'en entendre parler. Exactement. Et je me rappelle très bien d'être rentrée chez moi et d'être assise 1 heure sur mon canapé à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi ?
Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas y retourner demain. Et puis de me dire, c'est pas possible d'en être là. Il y avait quand même ce côté qui me dérangeait de se dire, les enfants pleurent et c'est une fatalité. Je trouvais ça dingue, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas faire ça, on peut pas travailler comme ça. Et après, il y a eu plusieurs choses qui m'ont aidée, je pense. J'avais vu une étude sur l'anxiété des enfants au bloc opératoire, avec des courbes qui étaient croissantes de manière assez impressionnante, où l'enfant arrivait dans le service, donc il y avait un niveau de stress élevé déjà. Il partait au bloc opératoire et laissait ses parents, donc forcément le stress montait. Et le summum de ce moment-là, cette courbe, c'était la pose du masque d'anesthésie pour les endormir. Et c'est là que moi je travaille, c'est là que je suis. Et donc je me dis, dans cette courbe, le pic, c'est moi. Ouais. Et là je me dis, la pose du masque, c'est vrai que c'est un objet un peu bizarre. Tu te dis un peu, c'est de ma faute. Bah oui, et puis on est responsable de ça. Et là je me dis, mais il faut agir, je me disais, mais je peux pas faire un métier où l'enfant il est en souffrance avant de se faire opérer. Voilà, exactement. Et donc ça m'avait quand même vraiment perturbée. Et puis après, je me suis aussi souvenue d'un petit garçon qui était arrivé avec les pompiers, un vent de panique à la maison, une fracture de la jambe. Et ce petit garçon, étonnamment, à un moment, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, je peux pas dormir si j'ai pas mon doudou. Et moi, j'étais avec mon plateau, avec des drogues d'anesthésie, prêt à l'endormir et le soulager pour qu'il arrête de pleurer. En fait, il pleurait pas parce qu'il avait mal, il pleurait parce qu'il avait pas son doudou. Et avant de partir, tout ça m'est revenu un petit peu dans tous les sens. Et je me suis dit, si c'est une fatalité que les enfants pleurent, moi, je vais rien pouvoir refaire. Je suis qui, moi ? Je suis une infirmière anesthésiste dans le fin fond du bloc. J'ai aucune prétention de rien. Je vais rien pouvoir faire. Par contre, avoir un doudou, peut-être que je peux faire ça. Et je suis allée sur le site de Moulin Rôti, qui fabrique des doudous, qui est pas très loin de chez moi, que je connaissais, parce que c'est une scope et que j'en avais entendu parler. Et je suis allée sur leur site et j'ai fait contact. Et j'ai envoyé un mail, la bouteille à la mer, aidez-moi, on n'a rien à l'hôpital, on n'a même pas de doudou à donner aux enfants. Et j'ai envoyé. Quelque part, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, si ça me va pas, au moins je fais quelque chose. Ça va jamais, il va rien se passer, mais au moins, j'aurais fait un truc. Tu t'attendais à quoi ? À rien. C'est-à-dire que t'as un enfant, il veut son doudou, tu commences à avoir une petite idée. On dit, on peut faire quelque chose. Je sais pas, en fait, si ça marchera. Ouais. Et t'es chez toi, t'es justement dans ton canapé, t'es dans ton bureau. Enfin, comment ça se passe ? C'est quoi le déclic ? Comment tu... Ouais, je suis... Alors, mon ordinateur, à ce moment-là, était sur une petite tablette dans le salon. Je passe juste de mon canapé à ma chaise devant mon ordinateur. Et je vais voir, sur ce site. Par curiosité. Si je trouve. Et contact, on se dit qu'il n'y a personne derrière, en fait. Et en fait, si, il y avait Amandine derrière. C'est vrai. Il y avait Amandine, jamais... Mais moi, je déteste envoyer des mails, tu sais, et contact @ c'est ça. je m'en fous.com, en fait. Ouais, exactement. En fait, je l'ai fait presque pour moi, peut-être pour moi, en me disant, j'ai fait un truc, quoi. Je suis pas partie en ne faisant rien. Ça m'allait pas, donc j'arrivais pas à me dire, ça me va pas, mais je fais rien. En fait. Donc j'ai envoyé le mail. Et ça coûte rien, c'est facile. Je suis toute seule chez moi, personne me dit quoi que ce soit. Ça se voit pas, je fais ça discrètement, parce que faut pas trop en faire non plus. Donc je fais ça. Pas de vague. Voilà. Du coup, tu as une Amandine qui a répondu. Ouais, on a répondu à ton message. C'est ça. Et Amandine, elle m'envoie un super message. Et elle me dit, j'ai eu votre message et je vous envoie un carton de doudou. Et là, rien que ça me fait du bien. Déjà, je me dis, je suis pas toute seule. Il y a quelqu'un qui a compris. Et en plus, gratuitement, il m'envoie des doudous. Et je reçois chez moi un carton, mais pas le petit carton. Il y avait 150 doudous. Des petits canards verts, je me rappelle. Et là, je l'ouvre et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et évidemment... T'as ressenti quoi ? J'étais scotchée, en fait. Voilà. Et puis, j'ai pensé tout de suite aux enfants qui allaient les avoir. Je me suis dit, je les emmène. Et j'avais hâte d'aller à l'hôpital déjà. Je voulais plus partir, j'avais hâte d'y retourner. Et là, je les ai emmenés à l'hôpital. Et puis, ça a été le déclic, quoi. Le premier que j'ai donné, un petit garçon, il m'a dit, tu me donnes ça parce que j'ai été fort. Ça s'est passé comment, justement, ce tout premier doudou que tu as donné ? Ouais, déjà, c'était génial parce que c'était cette reconnaissance et que ce petit garçon prenne conscience aussi qu'on avait bien, nous aussi, compris en tant que soignants que ce qu'il avait vécu, c'était pas facile. Et qui me dit ça, tu me donnes ça parce que j'ai été fort. Ouais, clairement, quoi. Et je peux te le dire, tu peux partir fièrement, retrouver tes parents, t'as été très fort. Et ce que tu vis là, c'est pas facile. Et nous, on est là pour t'aider. Et ça changeait un peu la relation déjà avec les enfants. Ouais. Et donc, il y avait ça. Et l'autre point qui a été vraiment bien pour moi, c'est de me rendre compte que mes collègues, ça leur faisait du bien aussi de donner un doudou.
et que j'étais peut-être pas toute seule. Et voilà, et le problème, c'est que le carton, il s'est vidé à un moment. Et qu'on fait quoi ? Et moi, j'avais eu... C'était à tous les enfants ou alors pour ceux qui, justement, exprimaient le plus d'anxiété, qui pleuraient le au plus, début, on n'en avait pas beaucoup, donc on avait Ouais. décidé de donner aux enfants en urgence. Ceux qui venaient en urgence, ceux qui avaient oublié leur doudou, voilà. Et après, on s'est dit, mais on peut pas faire de choix. Voilà. C'est dur. C'est tout le monde, quoi. Ouais. C'est tout le monde. Et il en passe combien, d'ailleurs, des enfants sur 4500 par an à Rennes. Waouh. C'est peut-être même un peu plus maintenant, mais presque 5000 enfants, en fait, par an. C'est industriel, en fait. Voilà, il en faut des mais doudous. Il se passe quoi aux enfants de Rennes ? Déjà, on draine loin. Ouais, et puis, c'est vrai. après, là, il fait beau. Là, on va ressortir les trampolines. Donc, on va ouais, encore avoir le des enfants. trampoline. Mais jamais, en fait, j'aurai un trampoline. Ah, dans mon j'espère jardin, bien. quoi. Non, Jamais, il faut arrêter jamais, les trampolines. On n'en peut plus des trampolines. Donc, voilà. Et l'idée de l'association est venue assez facilement pour ouvrir un compte, un personnel. Donc, en fait, vous vous voilà. êtes dit, il n'y en a pas assez. Oui. Il en faut plus. Oui. Bon, alors, Moulin Rôti, ils sont sympas, mais ils vont probablement pas vous fournir du Ils ont fourni pas éternel, mal quand même. ouais. Mais oui, mais bon. Comment tu es passé ? Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'idée à l'action. Ouais. Tu as eu une idée, c'était comment je fais pour soulager ces enfants ? Tu es parti sur le site, tu as envoyé ton mail au contact, c'est Amandine qui l'a reçu, on te l'a envoyé. Donc déjà, tu as activé des choses de manière plutôt significative et surtout très concrète. Oui. Tu as distribué à 150 enfants ces 150 doudous. Tu as fait du bien à ces enfants et tu as fait du bien aussi aux soignants parce qu'ils n'ont plus justement en fait à absorber l'anxiété des enfants en train de pleurer au bloc. Puis tu t'es dit, écoute, quelle est la prochaine étape ? C'est ça, parce que carton vidé, on fait quoi ? Et puis à ce moment-là, je me suis dit, on va aller demander des sous au labo, aux fabricants, voilà. Mais pour centraliser ça, il faut bien un compte. Et le seul moyen qu'il y a d'avoir un compte impersonnel, c'est de créer une asso. Loi 1900 en France, c'est quand même facile. Moi, j'avais créé une asso avec mon frère et ma sœur pour organiser les week-ends de fête avec nos copains. Donc, je savais que c'était faisable. Et donc, j'ai embarqué 2 collègues, Catherine et Claire. De Rennes, hein, c'est toi aussi la de Rennes. Ouais. Et on a créé l'asso comme ça, déposé les statuts à la préfecture et c'était parti. On l'a appelé les petits doudous du CHU de l'hôpital Sud, même au début, le petit doudou de l'hôpital Sud. Mais vraiment pour ça. Tout simplement. Sans pas d'ambition, aucune ambition. Non. Rien derrière la tête, juste donner des petits doudous aux enfants. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et de chercher des sous pour faire ça. Ouais. Parce que disait Moulin Rôti justement au début on veut bien continuer, mais ça représente un coût. On va pas vous filer que les rebuts. Non. Et puis voilà, ça avait été déjà hyper généreux de leur part. On pouvait pas continuer. Enfin, ils nous en avaient redonné un petit peu, mais il y a quand même un modèle économique à trouver, bien sûr, un équilibre financier. Et même s'ils nous faisaient des prix défiant toute concurrence, il fallait quand même les acheter à minima. Donc il fallait de l'argent. Ouais, il faut pas les sortir non plus de votre poche. Non. Vous aviez demandé à l'hôpital en fait des sous directement ? Non, même pas. Et vraiment, De toute façon, ils n'ont pas de thunes. Ils n'ont pas de thunes. Enfin, ils remettent pas de peinture sur les murs déjà. Donc, ça m'est franchement même pas venu à l'idée. Peut-être qu'ils m'en auraient donné. Hein. Donc, je me suis dit, on va pas commencer par là. C'est sûr que ça marchera pas. Ouais. Donc, non, j'ai même pas demandé. Non. D'accord. Et donc, c'était quoi l'idée pour aller chercher ces sous ? Donc c'était ces labos, tout ça, mais on a assez vite eu des refus. Et en fait, en parallèle, moi, je faisais partie de la commission de développement durable de l'hôpital. Et j'avais une passion pour les poubelles au bloc opératoire. C'est que j'étais un peu énervée, on va dire, le midi dans notre salle de pause, quand on mangeait, que mes collègues expliquaient qu'ils venaient d'acheter la super poubelle à 4 compartiments pour bien trier à la maison, et que ces mêmes personnes dans une salle de bloc ne triaient plus rien. Parce que le système n'était pas prévu pour. C'est qu'on a seulement 2 sortes de déchets à l'hôpital. C'est les ordures ménagères comme à la maison dans un sac noir. Et l'autre sac qu'on a, qui est un sac jaune, qui n'est pas du tri comme à la maison, mais là, qui sont des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc on a l'impression que c'était vraiment du hyper contaminé. Et que dans ces sacs-là, on jetait tout et n'importe quoi. Et moi, je faisais des expériences où je mettais la poubelle noire d'un côté, tout le monde jetait dans le noir. Et quand je mettais la jaune, tout le monde jetait dans le jaune. Donc en fait, personne ne triait. Et un jour, je suis au bloc opératoire et on parle de l'asso, qu'il faut des fonds, et je vois le chirurgien jeter un fil de bistouri électrique dans cette poubelle jaune. Donc c'est un fil à usage unique qui fait 3 mètres de long. Et je suis avec Charlotte au bloc opératoire, une anesthésiste, et on parle de ça. Et je lui dis, mais regarde ce qu'on est en train de jeter dans les poubelles, là. En plus, dans ces fameux dasseries, et ce fil de bistouri, il n'est pas du tout contaminé, l'enfant n'est pas malade. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Et donc je le prends dans la poubelle et je le dénude. Et je me retrouve avec une petite bobine de cuivre. Et je me dis, mais quand même, ça, c'est valorisable. Et je dis à Charlotte, t'imagines tout ce qu'il y a sur le CHU de Rennes tous les jours
qui est jeté. Et si on vendait ça à un ferrailleur pour payer les doudous? Mais je dis ça en rigolant. Hein. T'as fait ta manouche, en fait. Exactement. et ce qui est fou, c'est que Charlotte, elle m'a dit, mais non, mais t'as raison, on va le dire à tout le monde. Mais moi, je dis, mais ça marchera jamais. Elle me dit, non, mais attends, on va le dire à tout le monde. Et dans la journée, dans la semaine, le mot était passé. Et tout le monde s'est mis à garder ce fameux fil de bistouri électrique. Et les gens, ils les emmenaient à la maison, ils les dénudaient. Enfin, c'était un truc de dingue. Hein. Tout le monde a adhéré. Et il y a eu un élan collectif là, qui m'a encore fait du bien de dire, mais mes collègues, ils sont tous volontaires, en fait, pour faire ça. Et donc, on avait trouvé un modèle économique pour financer nos doudous en valorisant les déchets hospitaliers. En fait, tu as aussi trouvé, avec toutes ces idées, une info qui est vous traversez toutes et tous les mêmes problèmes de burn-out, de solitude, d'anxiété, de difficultés face au travail. Et les gens se sont aussi mobilisés parce que ça a réglé une partie de leur propre... Oui, et puis que c'était aussi simple, en fait, et concret. Et c'était pas difficile. C'était pas difficile. Ça, en fait, au lieu de le jeter dans la poubelle, de le mettre de côté. En fait, c'était ça le geste. Et après, il fallait organiser, mais on a trouvé tout le monde était volontaire pour nous aider à collecter et à y prêter attention, parce que l'objectif était clair, que c'était pas pour payer mes vacances, c'était pour faire un doudou aux patients du chirurgien, aux patients qu'on avait nous, aux enfants qui venaient, et on les voyait, ces enfants-là. Donc, c'était un circuit court, très simple et court et facile, et au moins avec du sens. Et je pense que c'est vraiment pour ça que tout le monde a adhéré. Je me rappelle, j'étais partie en vacances une semaine, et quand je suis revenue, tout le monde avait trouvé du cuivre partout, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce projet ? Qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Et tu as réussi à vendre ça facilement ? Oui, c'est un aide-soignant du bloc, Didier, là, qui avait trouvé sur la route pour venir à l'hôpital, qui avait un ferrailleur qui disait achat de métaux. Il m'a donné l'adresse, je suis allée les voir au poids. Et on a amené nos premiers kilos, on a récupéré 150 €, on était euphoriques. On s'est dit, non mais c'est génial, quoi. On a trouvé de quoi financer, de l'argent. Et puis, ce qui gâche rien, je trouve, c'est que ça faisait moins de déchets pour l'hôpital. Et donc, tout le monde gagne. C'est une vraie valeur de développement durable, c'est que nous, on finançait nos doudous et l'hôpital a moins de déchets à retraiter. Donc, ils font des économies dans le traitement de ces fameux dasseries qui coûtent très cher en plus. Hein. C'est à peu près 1 000 € la tonne pour l'élimination. Donc, c'est pas anecdotique. Mais ils sont vraiment triés, ces déchets à l'hôpital ? Eh bien, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ils sont vraiment triés. Il n'y a plus un fil de bistouri électrique qui va à la poubelle, chez nous en tout cas, et dans plein d'hôpitaux. Parce qu'ils sont récupérés par les petits doudous ? Exactement. Ou parce qu'il y a aussi des circuits de recyclage qui ont été mis en place par ailleurs ? Non, en fait, il y a beaucoup de circuits de recyclage à l'hôpital, et heureusement. Mais pour récupérer ça, c'est vraiment une activité de soignant, en fait. Ça veut dire que c'est le chirurgien qui fait attention à ne pas le jeter. C'est les aides-soignants qui les décontaminent. Début de la chaîne. Il faut une vraie implication des personnels. Et s'ils n'ont pas envie, on ne le fait pas. La belle chose, c'est que tout le monde a eu envie. Peu importe sa fonction à l'hôpital, d'ailleurs. Qu'on soit chirurgien ou aide-soignant, tout le monde participe. Et ça aussi, ça fait du bien. Et donc, tu as pu mettre en place le fonctionnement de l'association, à normaliser un peu tout ça, à créer peut-être des protocoles pour essayer de... Ouais. Ah oui, il y a un sujet là-dessus. Oui. Il y a un vrai sujet sur le protocole, oui, parce qu'en fait... donc moi, je l'ai fait de manière sans penser que ça marcherait, vraiment. C'est mes collègues qui ont fait tourner le truc. Tout le monde m'a dit, ne dis pas, n'en parle pas. Tu n'auras jamais le droit de faire ça. Enfin, donc, j'ai rien dit. Tu détournes un petit peu les biens de l'hôpital, en fait. Exactement. Donc, j'ai rien dit. Et comme à Rennes, on a 2 sites entre l'hôpital Sud et Pontchaillou, que les internes tournent, que tout le monde tourne, les blocs de Pontchaillou ont eu vent de l'action et ils s'y sont mis. Et donc, moi, j'ai commencé à recevoir des cartons, des fils du centre de cardio, de digestif. Et parce qu'en plus, à Pontchaillou, ils font pas de PED. Non. Donc, ils nous les envoyaient. Ils les gardaient, nous les envoyaient. Et donc, tout le monde emmenait un peu à la maison. Moi, j'en avais dans mon vestiaire, dans mon garage, dans ma voiture. J'en avais partout. Et au bout d'un moment, mais c'était énorme, les quantités qui arrivaient. Et je me suis dit, il faut que je prévienne la direction de l'hôpital. Je peux pas... J'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix. Sauf que je savais pas qui prévenir, puisque ma chef directe était au courant. Mais je me suis dit, je vais pas aller au-dessus. Je vais envoyer un mail à la direction. Donc, j'ai envoyé un mail à la direction. Là, j'ai été reçue très vite. On a un problème. Là, c'est marrant. Je crois que j'ai envoyé le jeudi. J'ai eu un retour le vendredi. J'ai été convoquée le lundi. Et je me suis retrouvée dans le bureau de Cécile Boise, qui est la directrice de communication de l'hôpital. C'était un grand moment dont je vais me rappeler longtemps. Et elle m'a demandé d'expliquer. Et elle m'a dit, je vais résumer ce que vous faites. Elle me dit, 1, vous vendez du matériel acheté par l'hôpital. J'ai dit oui. C'est vrai. Elle me dit, en plus, normalement, ce sont des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc, le risque, c'est un mot déjà qui est un peu difficile. Alors, je dis, à tort, ils sont mal triés. Elle me dit, oui, mais normalement, ce sont des déchets de soins à risque infectieux. J'ai dit,
Oui. Parce qu'ils sont définis comme ça par l'hôpital. Voilà. Et elle me dit, puis ce qui ne gâche rien, c'est que vous êtes en train de m'apprendre que tous les blocs du Le font. CHU de Rennes le font. Je lui dis aussi. Et je me rappelle, elle a eu un... Attends, la direction et aucun administratif n'était au courant de ce qui Non. se passait dans... Non. Ah, il y a un sujet. Ouais. Bah, on faisait ça en douce, en fait. Ouais. Les gens ont trouvé ça un peu fou, Ouais, mais ils le étaient faisaient pas- quand même. Oui, mais ils faisaient pas ça caché. Non, bah non, Tu vois. parce qu'on utilisait le service interne pour faire transbahuter les cartons, donc il y avait quand même plein de gens au courant. Et je me rappelle qu'elle a poussé sa chaise de son bureau, elle a soufflé un grand coup, et elle me dit, faites-le bien. Ah. Et je lui ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais rédiger un protocole qui va montrer toutes les étapes du parcours pour qu'on le décontamine, que ça soit vraiment ciblé, qu'on puisse vous donner les quantités qu'on récupère. Et on va le faire valider. 15 jours après, j'étais convoquée chez Monsieur Fritz, qui était le directeur du CHU de Rennes à ce moment-là. Je pensais jamais que j'irais dans son bureau. Hein. Et Le je bon suis Dieu, arrivée, quoi. voilà, je suis arrivée. Et quand je suis rentrée dans son bureau, il y avait notre protocole sur son bureau. Il m'a dit, asseyez-vous. Il a pris son crayon, il l'a signé. Et il me l'a donné. Et je me suis dit, bon, ça c'est fait. Incroyable. Ouais. Et c'est un document qu'on a diffusé après dans les autres hôpitaux pour qu'ils puissent faire pareil. Ouais, C'était- qui fait des cas d'école. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, cas d'école. Bah oui, parce que tu viens d'en parler là dans les autres hôpitaux, parce qu'en réalité c'est une association nationale. Oui, Alors on va aujourd'hui. un peu vite là, je pense sur. Mais juste pour qu'on puisse situer un petit peu à la dimension de l'association que tu as créée donc en 2011, tu l'as dit. C'est quoi un peu les chiffres là? Bah, aujourd'hui, c'est 118 associations. C'est 2000 soignants engagés dans les bureaux de ces associations. C'est 233 tonnes de déchets recyclés l'année dernière. Et c'est 120 000 enfants qui bénéficient de nos actions partout en France tous les ans. Sachant qu'il y a 1 million d'enfants opérés, donc on a encore du travail. Donc Une ces asso en enfants, ce sont Belgique. des enfants qui reçoivent des doudous? Ce sont des enfants qui reçoivent des cadeaux, beaucoup de Ouais. doudous, beaucoup Ouais. de doudous. Pas que. Non, pas que. Alors mais... c'est quoi le reste des activités justement des petits doudous? Eh ben, en fait, aujourd'hui, ça va très loin dans l'accompagnement, en fait, parce qu'on commence dès la consultation d'anesthésie. En fait, un masque qu'on pose sur le nez de l'enfant pour l'aider à s'endormir, eh ben, cet objet qui était quand même un peu improbable et qui m'avait perturbé avec les chiffres d'anxiété, l'idée, c'était de le transformer et que ça devienne son masque et pas le nôtre. Et ça, c'est tout simple. C'est qu'en fait, les anesthésistes en consultation donnent un kit avec des gommettes à l'enfant, lui explique qu'il va falloir respirer dedans pour pouvoir s'endormir et être opéré. Et donc, il décore son masque avec des gommettes. Et c'est une notion très, très fine, mais évidente aussi, c'est que le jour, il revient avec son masque et pas le nôtre. Voilà, c'est le sien. Et souvent, ils sont hyper fiers de nous montrer qu'ils l'ont bien décoré. Ils sont soufflés dedans à la maison dans le calme et voilà, on dédramatise. Donc ça, c'est déjà Alors, quelque tu sais chose que, de j'ouvre facile. une petite parenthèse, parce que je trouve ça passionnant, mais on l'a pas dit à ce micro-là, mais si on se connaît, c'est parce que ma moitié, mon amoureuse, en fait, c'est ta collègue. Et je Oui. pense que l'une des premières choses qu'elle m'avait racontées, c'était cette étape-là. C'était justement en fait ce masque qui était approprié par les enfants et qui était décoré de stickers, de choses pour dédramatiser l'acte. Et finalement, acheter des gommettes, c'est rien, ça coûte pas très cher. Voilà. Et ça, il y a plein de choses très importantes de ces gommettes. C'est ça, vraiment, que c'est son masque. Et aussi que les soignants se rendent compte qu'avec ce petit geste-là, qui est pas cher, eh ben, ils peuvent interagir et avoir une autre relation avec les enfants. Et voilà, et ça, les gommettes, c'est déjà la base. C'est la base. Et après, bah, c'est qui part mieux dans le parcours aussi, c'est le début. Donc après, voilà, l'idée d'offrir un doudou à la fin, c'était bien, mais moi, je voulais qu'ils viennent sans pleurer. Donc tout ce parcours était important et on l'a vraiment étudié. Et le truc un peu fou qu'on a imaginé, c'est que l'enfant, il vienne au bloc en jouant. Et que tout le parcours nécessaire, c'est d'entrer dans sa chambre, de prendre l'attention, d'avancer sans ses parents un moment et d'aller s'endormir, bah, ça soit un jeu. Et moi, en réfléchissant à ça, en étant formée à l'hypnose aussi, et d'avoir ce regard et ces échanges avec les enfants, c'était de gamifier, enfin de faire ce parcours un jeu de piste. Et je pensais naïvement le faire sur une feuille. Et puis, dans l'univers numérique dans lequel on est tous, je me suis dit, bah non, on va acheter des tablettes, même si c'est très cher, et ça, c'est un problème. Et on va télécharger la bonne appli, et voilà, ce sera fait. Et à ma grande surprise, c'est que l'appli, où l'enfant est un héros à l'hôpital et un parcours, ça n'existait pas. Et j'en revenais pas. Je me dis, mais c'est pas possible que ça n'existe pas. Mais ça, c'est venu vachement tôt dans les petits doudous. Oui, en 2013, on a commencé à réfléchir à ça. En fait, moi, c'était mon problème, c'est qu'ils avaient un doudou à la fin, c'était bien, mais ils pleuraient toujours pour venir.
Ouais, il n'y avait Donc, pas le début, en fait. Il n'y avait pas le début et je n'avais pas encore réglé ce problème. Donc, Ouais. je n'étais pas complètement satisfaite. Et puis, dans l'asso, on n'était plus 3, mais on était déjà presque 10. Et à la réunion, je me rappelle très bien, dans la salle de staff, un soir, où on parle de ce jeu et tout le monde dit, tant pis, ça n'existe pas sur les tablettes, tant pis, quoi. C'était une bonne idée, mais tant pis. Et moi, j'ai dit, mais on est tous d'accord, là, autour de la table, que s'il y avait ce jeu, ça serait bien. Je dis, mais on va le faire. Donc, tout le monde a éclaté de rire. Et puis j'ai attendu un peu, j'ai dit non, mais moi je rigole pas, on va le faire, ce jeu vidéo. Ouais. Parce que les compétences de terrain, il n'y a que les soignants qui les ont. C'est pas on a besoin des compétences techniques, numériques, de design, on a besoin de tout ça, mais comment un ingénieur qui est très fort pour faire un jeu vidéo ou une appli numérique peut comprendre que pour prendre l'attention d'un enfant, on a besoin de faire un jeu où il va gonfler un ballon en même temps que ça va serrer sur son bras, qu'on a besoin de lui faire des montagnes avant de venir au bloc, parce que quand il va respirer, ça va faire des montagnes sur le respirateur. C'était impossible. Ouais. Je dis, il faut qu'on se mette autour de la table avec des gens qui vont nous aider. Alors, je ne savais pas du tout qui ni comment, mais je dis, en tout cas, les compétences de terrain, on est les seuls à les avoir. Vous avez le contenu, vous avez l'expérience. C'est ça. Vous pouvez conceptualiser le jeu, oui, mais vous ne savez pas l'exécuter. Exactement. Donc, quand même, c'est un problème. Et c'est un métier aussi. Bien sûr. Ouais, quand on est anesthésiste, infirmière anesthésiste, on ne sait pas faire un jeu vidéo. Je ne sais toujours pas d'ailleurs comment on fait ça. Mais voilà, mais en tout cas, là où c'est aussi... j'avais eu déjà la démonstration que mes collègues avaient un réseau bienveillant. Je me dis, on va sortir de l'hôpital un peu et on va en parler à nos amis, nos familles, à tout le monde. Et on va peut-être trouver des gens qui vont avoir une solution. En tout cas, on n'a rien à perdre. Sinon, au pire, les enfants vont continuer à venir au bloc comme ça. Et au mieux, on peut améliorer les choses. Il faut essayer. Et ça s'est passé comment alors ? Ça s'est passé exactement comme ça. Que je mange avec une copine à la crêperie et je lui parle de ça. Et elle me dit, attends, moi, mon beau-frère, il vient ce week-end, il bosse dans une boîte à Bordeaux, je lui en parle. Et elle me rappelle le lundi, et il me dit, alors mon beau-frère, non, mais par contre, il a un copain qui sait faire ça. Et qui bosse pour une boîte, qui pourra peut-être t'aider. Et Benjamin Chavigné, il m'appelle, et il me dit, voilà, j'ai entendu parler de ton histoire, moi, je fais du design et des dessins pour les jeux vidéo. Et raconte-moi, et je lui raconte ce jeu de piste. Il me dit, techniquement, c'est faisable, c'est pas très compliqué. Et il me dit, moi, je trouve ça tellement dingue que je veux bien faire les dessins pour vous. C'est génial. Donc, on commence avec lui à bosser sur le scénario, tout ça. Moi, je vais voir les infirmières dans le service. Je réalise qu'effectivement, elles ont du mal à prendre l'attention des enfants et que c'est le premier truc qu'il faut faire, leur montrer que dès le début, on va trouver un jeu pour que ça se passe bien. Et ça me fait des relations avec elles que j'avais pas aussi. Ça me fait sortir du bloc et d'aller voir dans le service ce qui se passe. Ça me fait pas de mal. Vrai. De voir les brancardiers, qu'eux, ils ont des difficultés aussi pour emmener les enfants au bloc. Écoutez, mesdames, messieurs les élus, allez sur le terrain. Clairement. Voilà. Moi, je suis sortie de mon bloc et je suis juste allée la porte à côté. Et les brancardiers, de voir leur métier, qui accompagnent les enfants, qui sont au moment de la séparation des enfants et des parents, c'est quand même très dur, toute la journée. Et puis nous, après, voilà, donc ça m'a déjà ouvert les yeux un peu sur ce qui se passait. Et puis, David de l'asso, il avait un copain qui bossait dans une entreprise du numérique à Rennes qui s'appelle Niji. Il lui en parle comme ça, un repas un samedi soir avec des amis. Et Olivier de chez Niji, il dit, moi, j'en parle en interne et je me retrouve à discuter avec Frédéric devant la gare à Rennes. Je me rappellerai longtemps aussi. Donc, il est DIRCOM de Niji et il me reçoit. Et je ne sais pas ce qu'il s'est dit, d'ailleurs, il faudrait que je lui demande aujourd'hui, mais si on était fou ou pas. Mais il m'a écouté et j'ai dit, voilà ce qu'on veut faire. On veut faire un jeu vidéo. J'ai déjà un designer, mais on n'a pas la compétence technique. Et il m'a regardé, il m'a dit, on va mettre des développeurs à votre disposition. Et ça, c'était en septembre. Et on a commencé à travailler avec eux. Et en avril, le jeu était fait. Et on a commencé à faire jouer les enfants à Rennes en avril 2014. Et c'était un grand moment. Un grand moment parce que ça a changé les choses tout de suite. Que les enfants, ils étaient accrochés à leur tablette. Alors, c'était un bon moyen déjà de les attirer. Et puis que ça a complètement changé la manière dont ils venaient au bloc, la manière dont nous, on jouait avec eux. Ça permettait aussi d'entrer en relation parfois grâce à la tablette. Ils gagnent des étoiles. Enfin, les parents sont pris en photo. Donc, ils sont intégrés dans l'application, donc ils sont aussi acteurs de ça. Ils font quelque chose pour leurs enfants et ça a changé complètement la donne. Est-ce que si tu donnes juste pas un écran à un enfant, ça fait le même effet ? Alors, au début, vous d'ailleurs... Vous avez posé la question ou pas ? Ouais, tout à fait. Parce qu'au début, on avait, avant d'avoir l'application, on avait déjà mis le parcours des tablettes pour savoir comment on les charge, comment on les nettoie. Donc, on avait des tablettes, mais l'appli n'était pas finie. Et je me rappelle, c'était l'époque de Candy Crush. Et on voyait déjà que les enfants, ils étaient obnubilés par Candy Crush, mais il y a eu certains, je me rappelle notamment un petit garçon qui a des troubles autistiques. Ses parents disaient, il ira jamais au bloc. Et il était tellement dans Candy Crush qu'il est parti au bloc. Sauf qu'à un moment,
Il a levé la tête et en fait, il n'avait rien vu. Il était tellement dans la tablette qu'il n'avait pas vu que ses parents étaient plus là. Il se retrouvait dans une salle de bloc qu'il n'avait pas compris et c'était panique à bord. Donc on s'est dit, ça aide à un moment, mais si on leur explique pas et s'ils sont pas avec nous, à un moment, voilà, c'est ça. Et là, c'était trop immersif en fait. Donc on s'est dit, bon, c'est pas bien. Et l'appli en fait qu'on a réalisé, comme c'était aussi avec des interactions avec le personnel, les enfants dans le couloir, ils doivent chercher des affiches, mais c'est les brancardiers qui connaissent les affiches et le parcours. Il y a un code à un moment, enfin voilà, c'est vraiment interactif. Après, il y a des moments où le jeu est très immersif et on les a placés aux endroits où c'était le plus difficile pour les enfants. Quand ils laissent les parents, que c'est un moment un peu anxiogène, et ben là, il y a un jeu où il faut attraper des poissons qui existent en réel dans notre bloc, ce qui nous a permis de décorer le bloc. Et ces poissons tombent dans un aquarium sur le lit, donc l'enfant doit l'attraper. Donc voilà, mais tout comme ça est en interaction. Et finalement, même de s'endormir au bloc, ça devient le jeu en lien avec la tablette. La consigne dans la dernière étape, c'est il y a le doudou qui a son masque, comme l'enfant, et il doit respirer pour faire plus de 25. Et à ce moment-là, on lui dit, sur l'écran du respirateur, quand tu vas faire des montagnes, il va falloir que tu fasses plus de 25. C'est des chiffres dont on a besoin, nous, pour monitorer l'anesthésie. Mais en tout cas, on a fait vraiment un lien. Et moi, c'est les premières fois où j'ai vu des enfants s'endormir tout seuls sans qu'on les touche. Et parce qu'ils étaient à fond dans leur jeu et on pouvait leur expliquer que c'était comme ça qu'ils allaient s'endormir pour être opérés, resituer les choses. Ils sont à l'hôpital et qu'on les retrouve tout de suite après et que ça permettait vraiment une autre relation. Et puis le truc qui est absolument incroyable aussi, on revient là-dessus, comme sur les petits doudous, ça n'aide pas simplement l'enfant. Non. Ça aide aussi le personnel soignant. Exactement. Ça vous permet en fait de bosser dans de meilleures conditions. Oui. Voilà, parce qu'endormir un enfant qui joue, c'est plus facile qu'un enfant qui pleure. Et moi, je m'en lasse pas. Et j'ai une très belle photo de Léa avec un enfant au bloc qui est en train de s'endormir calmement en respirant dans son masque. Et voilà, il y a toute la bienveillance de tout le monde de ce moment-là. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas que moi, on a réalisé qu'on pouvait le faire comme ça. Et que finalement, même un enfant, je me rappelle aussi quand un enfant vient pour une intervention chirurgicale, il a besoin d'être dans une certaine position sur la table d'opération. Et finalement, de les laisser assis en tailleur pour s'endormir et qu'on les bouge après, ça n'avait pas d'importance. Et les chirurgiens de dire, oui, on va attendre qu'ils s'endorment, mais on l'installera après. Ça n'a pas d'importance. Donc, ça a changé aussi tous ces petits moments-là qui ont fait que c'est l'enfant qui est vraiment devenu au centre. Et le summum, ça a été... D'ailleurs, il m'avait un petit peu perturbé, ce petit garçon. Il était tellement à fond dans son jeu, dans son masque, il respirait tout seul. Et à un moment donné, il m'a regardé. Et moi, j'étais en train de l'admirer. Et il me dit, mais tu fais rien ? Et c'est vrai, je faisais rien, en fait. Et j'ai dit, pour l'instant, non. Je regarde pour que tu t'endormes. Et après, je vais être là pour te surveiller et t'accompagner jusqu'à la salle de réveil. Mais c'est vrai, je faisais plus rien. Je le regardais. J'attendais qu'il s'endorme. Il avait fait tout le boulot. Je lui dis, mon métier a changé ce jour-là, quand même. Ouais. Voilà. Ou plutôt que de le tenir et de l'endormir de force, et de les laisser faire et de faire avec eux, c'était quand même vraiment un métier beaucoup plus facile pour moi. Et j'avais plus envie de partir. Ça devenait un jeu. Et le soir, c'était aussi de se dire... j'ai travaillé dans des bonnes conditions et j'ai bien fait mon travail aujourd'hui. Et ça, c'est quand même une vraie satisfaction qui fait qu'on a envie de rester, quoi. Et donc, on était contents. C'était à Rennes, voilà, les enfants s'endormaient en jouant et ça avait changé notre métier. Tu l'as évoqué, tu l'as dit plusieurs fois, tu as parlé d'hypnose. Mais en réalité, ce que vous avez fait avec ce jeu-là, c'est pas autre chose que mettre je sais pas comment on dit, mais en hypnose ces enfants-là. Ouais. C'est détourner leur attention, faire en sorte que des choses anxieuses pour ces enfants ne le soient plus. Ouais. Il y a une démarche, il y a des choses qui ont été faites, des études aussi sur l'impact de ce jeu. Voilà, le professeur Eric Vaudet, mon chef, qui regardait ça un petit peu de loin, mais pas tant que ça. Un jour, il m'a dit, Nolwenn, je vois les enfants qui viennent avec ce jeu et on va faire une étude. On va comparer les enfants qui ont ce jeu versus ceux qui ont des médicaments et on va regarder l'impact sur l'anxiété. Et on a mis l'école d'anesthésie dans la boucle. Ça veut dire que vous avez quasi substitué les médicaments avec le jeu ? Oui, tout à fait. Ouais, parce que les résultats de cette étude montraient que les enfants qui avaient cette tablette et ce jeu-là, étaient beaucoup moins stressés que les autres. Et que l'anxiété, ces fameuses courbes que moi j'avais vues qui étaient croissantes, elles étaient toutes plates avec des scores très bas. Et donc là, ça a été une révolution. Et donc Eric Vaudet a dit on arrête, on prescrit ce jeu. Alors moi, ça a été c'est devenu une prescription. Ouais, prescription médicale. Alors là, moi, ça m'a scotché. Ce jour-là, j'ai dit là quand même. Réussite, quoi. Incroyable. Ouais. Est-ce qu'on opère plus d'enfants parce que les temps de prise en charge et des actes chirurgicaux prennent moins de temps ? Non, on opère les enfants qui doivent être opérés. Par contre, je pense que on dit souvent que les enfants se réveillent comme on les a endormis. Donc, quand ils s'endorment dans le calme, ils se réveillent mieux. Et il y a un impact aussi lié à la douleur.
c'est que ils sont endormis dans des meilleures conditions et moins anxieux, ils vont être moins douloureux en post-opératoire. Ouais, Et c'était ça, ma c'est deuxième question. pas, voilà, Ouais. ça c'est pas anodin du tout. Ouais. Donc, il passe moins de temps en réa. Oui. Il gère mieux la douleur, voire Oui. plus de douleur. Ou Oui. non, peut-être moins de douleur, Moins tout de douleur. simplement. Hein. Moins de douleur. Et aussi que finalement, comme moi, je voyais que je travaillais en salle de réveil. Finalement, quand on avait un peu l'habitude, voilà, ils s'endormaient dans des conditions difficiles, le réveil était compliqué, et donc on faisait des médicaments un peu pour les shooter et puis être tranquille. Bon, j'exagère, mais quand même, il y avait une automatisation de certains médicaments où les gens se posaient pas la question. On en faisait, on en faisait, on en faisait. Et comme ils se sont réveillés dans des meilleures conditions, finalement, on s'est interrogé sur la systématisation de ces médicaments. Et maintenant, ça devient anecdotique d'en faire. On en fait quand il faut, évidemment, et c'est normal. Mais on en fait beaucoup moins et ça nous a amené à réfléchir sur les faire autrement. Et ça, ces médicaments-là, ils avaient aussi un impact dans le service. Moi qui suis sortie, qui suis allée voir mes collègues, qui m'ont dit quand ils ont tous eu du Nubin, ils passent tous leur temps à vomir derrière. Ouais. Et en plus, ils sortent plus tard. Et donc finalement, voilà, c'est tout ça qui découle d'une prise en charge différente, en fait. Et l'administration générale de l'hôpital était contente de faire des économies c'est sûr. Médocs, voilà, on n'a pas trop valorisé ça, mais en tout cas, c'est sûr que ce qui est important, c'est les questionnaires. Et moi, j'ai eu ça de satisfaction des usagers après, où les parents étaient contents, ça se passait mieux à la maison et les enfants sortaient plus vite. Et voilà, et une autre étude importante aussi, c'est nous, ce qu'on appelle les troubles du comportement post-opératoire. C'est une étude que j'avais vue qui m'avait aussi perturbée. C'est qu'il y a des enfants, même 6 mois après une intervention, qui avaient des troubles du sommeil, de la régression, de l'agressivité, dus au traumatisme de l'opération, donc de l'anesthésie. Et là aussi, on avait une responsabilité. Et finalement, quand ça se passait mieux, que c'était une aventure plus qu'un traumatisme, ces troubles du comportement post-opératoire étaient moins importants après. Et forcément, ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'on travaille mieux, qu'on fait mieux notre boulot. Alors, tout ça, ça se passe encore à Rennes. Tout Vous ça, n'êtes pas encore devenu... Non, on est encore chez nous, là. La multinationale, En fait, c'est l'étude qu'on a réalisée sur l'anxiété des enfants que moi, j'ai présentée au congrès d'anesthésie à Paris, à la SFAR. D'accord. Donc c'est quoi? C'est la Société française d'anesthésie-réanimation. Voilà, c'est la mecque pour nous d'aller tous les ans à la SFAR. Ouais. Et en fait, à ma grande surprise, les questions dans la salle, ça a été, moi je suis à Nantes, comment on fait pour avoir ce jeu? Moi je suis à Lyon, comment on fait pour avoir ce jeu? Parce que tout le monde était convaincu par les effets. Quoi. Voilà, c'est ça. On venait de démontrer que c'était mieux que des médicaments. Ouais. Et là, j'ai dit, c'est vrai. Et puis on peut pas garder ça que pour les enfants de Rennes. Il faut le donner à tous les enfants. Oui, parce qu'encore une fois, en fait, il y a une démarche médicale. En fait, il y a un résultat médical. C'est pas simplement on va distraire un peu l'enfant pour qu'il arrête de nous embêter. Quoi. Voilà, non. Et puis c'est vraiment ça. Qu'il arrête de pleurer. Exactement. Et puis il y a des techniques hypnotiques qui sont mises dedans. C'est vraiment un serious game. Voilà, j'ai appris plein de mots, moi, mais notamment celui-là. C'est un jeu sérieux et vraiment qui utilise des techniques hypnotiques. Je sais maintenant. Thérapeutique. Voilà. Donc c'est vraiment. Donc les autres hôpitaux de France et de Navarre étaient intéressés. Voilà. Donc ils t'ont sollicité. Ils m'ont sollicité, mais on n'y avait pas réfléchi. On s'est dit, comment on va faire? Je sais pas. Et là, moi, j'ai analysé ce qui s'était passé chez nous. Je me suis dit, pourquoi ça a marché chez nous? J'ai dit, c'est des soignants qui s'engagent dans leur établissement, qui créent une association. Alors, autant l'appeler les petits doudous, parce que plus on sera, peut-être que si on est 4-5, on aura plus de poids qu'un tout seul. Ouais, ce que tu essayais de faire, c'était trouver un modèle, en fait, pour répondre à ça. Exactement. Comment on essaime maintenant? Comment on fait que ça va pouvoir se réaliser ailleurs? Ouais, et on répond à la demande. C'est juste ça. Et voilà, et après, d'ajouter le volet développement durable et de recycler des déchets, on leur a apporté un modèle économique au-delà de l'idéologie qui me tient à cœur d'agir pour la planète. Mais c'est-à-dire, vous créez une asso, mais en plus, on vous donne des clés pour avoir de l'argent. Ouais, en fait, vous avez franchisé, quoi. On a franchisé, complètement, voilà. Et puis, parce que c'est des gens responsables dans les établissements, et voilà. Et à ce titre-là, le jeu, il est fait, on va pas réinventer la poudre, on va vous le donner. Et donc, ça a commencé comme ça, la 2e asso, la 3e asso, la 4e asso. Et... parce que tu disais, il faut aussi financer en fait un certain nombre de choses. L'application, elle est développée une fois, puis après, elle est injectée dans les tablettes. Mais les tablettes, il est faux. Bien sûr. Donc, nous, on avait réussi à trouver des fonds pour nos premières tablettes. Ouais. Et finalement, à ce moment-là, on a fait la première campagne de crowdfunding sur le site Ulule pour financer 15 assos. Il y en avait une dizaine. Et pour commencer plus rapidement, en fait. Voilà. Et leur donner 2 tablettes, un kit, des gommettes pour commencer. Et quand une asso se crée, c'est aussi pour valoriser les soignants, dire vous vous engagez, et nous, on vous félicite, on vous donne ça, et vous allez voir qu'on va tout faire pour vous aider
à commencer. Et on savait très bien que 2 tablettes, c'est pas suffisant. À Nantes, je pense qu'ils en ont 20. Mais après, ça mettait le pied à l'étrier pour aller chercher des fonds, pour se dire que c'était possible. Et puis que le réseau, il marche. Tout le monde à l'hôpital connaît quelqu'un qui a une entreprise, qui va faire un don, qui va défiscaliser. Ouais. Et voilà. Et finalement, 2 tablettes, c'est déjà bien pour commencer. Et ça motive aussi de se dire, on n'en a que 2, mais il nous en faudrait 5. On va aller chercher des fonds pour en trouver 3 de plus, quoi. Ça veut dire que les assos locales sont complètement autonomes, en fait. Elles sont complètement autonomes, ouais. Elles ont leur bureau, Ouais. leur fonctionnement. Ouais, tout à fait. Leurs projets, non, aussi, il y a des projets un peu annexes. Plus ou moins, mais non, l'idée, c'est aussi de fédérer et que les bonnes idées des uns profitent à tout le réseau. Donc, on partage tout ça. C'est vraiment ça le cœur. Et puis que ça devienne un vrai réseau de soignants engagés. Les petits doudous, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Là, j'étais il n'y a pas très longtemps à la Doudou Run de Fougères. Ils ont fait une course solidaire pour les petits doudous de Fougères. Et la présidente des petits doudous de Fougères elle a dit, ça m'a évidemment beaucoup touchée. Elle a dit, je suis très contente de faire partie de la famille des petits doudous. Donc ça, c'était vraiment très chouette de l'entendre dire ça. Parce qu'elle avait bossé comme une tarée pour organiser ça. En fait, tu t'es transformé quand même en chef d'entreprise avec tout ça. Ah ouais, c'est vrai que ça a dérapé à un moment. C'est à partir de quand ça a dérapé ? Du mail envoyé, je pense, et tout ça. Non, ça a commencé à déraper quand les assos sont créés. Voilà, finalement aussi d'avoir des dons de certaines entreprises pour le réseau Doudou. Et de se dire, c'est plus juste pour Rennes. Et là, il faut structurer. Parce que finalement, il devait y avoir une quinzaine d'assos créés déjà, c'était beaucoup. Et finalement, de dire, il faut une tête de réseau et il faut une entité qui va chercher des fonds. Peut-être qu'on peut aller en chercher plus et on fera redescendre nos assos locales. Et donc, en 2017, on a créé l'asso national. Donc, il y avait 30 assos de créés déjà, dont les petits doudous de Necker. Et moi, j'étais très fière parce que c'était un retour aux sources pour moi. Et que j'ai retrouvé les anesthésistes avec qui j'avais travaillé en réa et des collègues avec l'asso qui venait de créer. Donc, c'était génial. Et voilà. Et donc, on a créé l'asso national. Je me suis retrouvée présidente de l'asso national. Et d'essayer de voir un peu plus loin et comment on allait faire pour avancer tous ensemble. Mais attends, une association nationale avec 30 bureaux locaux, mais en fait, c'est une entreprise. Ouais. Il faut être formé, il faut être accompagné. Oui, tout à fait. On le voit dans ton parcours. Et c'est ça qui est absolument génial. C'est que tu as parlé de ton projet. Tu as parlé à chaque fois de ce que tu as envie de faire et puis tu as essayé de trouver les personnes qui t'aideraient à atteindre ces objectifs-là en disant moi, je ne sais pas développer une appli, je ne sais pas dessiner des dessins, je ne sais pas fabriquer des doudous. Et j'envoie des bouteilles à la mer pour essayer de trouver des personnes suffisamment folles, en tout cas autant que moi. Ouais, c'est ça, pour te suivre. Et puis après, l'ensemble de l'association. Et c'est ça, après, quand on défend une cause, et une cause à laquelle on croit, et une cause utile, je pense en fait qu'effectivement, ça génère beaucoup d'engagement en fait. Ouais, c'est ça. Et puis ça nous aide à passer des barrières qu'on se met peut-être. Voilà, j'ai rencontré un jour un chercheur qui m'a dit c'est pas parce qu'on ne sait pas le faire qu'il faut pas le faire. J'ai trouvé que c'était pas mal parce que rien à perdre quoi. C'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire oui peut-être que je sais pas faire, mais si j'essaye pas, je ferai jamais. Je ferai jamais. Et on a tellement d'autocensure comme ça de base, je pense. Évidemment qu'il y a plein de compétences que j'ai pas et je sais toujours pas faire un jeu vidéo et je savais pas faire de la comptabilité. Et voilà. Après, on a aussi plein de gens autour de nous qui savent faire et qui nous conseillent. Des partenaires. On a des partenaires à peu près dans tous les domaines. Leurs conseils sont précieux. Et l'idée, c'est de travailler avec eux. Ils ont tous envie de nous aider aussi. Donc... Il y a une idée un petit peu reçue, en tout cas un truc qu'on voit souvent dans le domaine de l'entrepreneuriat, partout en réalité, c'est celle de la propriété des idées. Tu vois, on a une idée, on n'a pas envie de la partager en fait. On veut la garder pour nous parce qu'on pense qu'on préfère la protéger, de rien en faire plutôt que d'autres puissent s'en emparer. Et en fait, en réalité, on s'aperçoit qu'il faut en parler, il faut l'exposer parce que c'est comme ça qu'on va avoir des meilleures idées. D'abord parce que les gens vont pas s'arrêter. Ils vont pas arrêter leur vie juste parce qu'ils vont se dire « Ah, ils ont une super idée, donc on va la faire ». Ça, c'est le premier point, surtout dans le business et dans l'entrepreneuriat. Et c'est surtout, en fait, en parlant qu'on va trouver ces personnes qui savent faire. Tout à fait. Ou qui vont nous donner d'autres idées, des pistes, des moyens, en fait, de nous rapprocher de notre but et de la réussite attendue. Alors, bien que ici, la réussite, c'est pas des réussites personnelles, on le voit bien, c'est des réussites collectives et qui servent à la communauté médicale et puis
aux enfants. Bien sûr. Donc, il faut te former, effectivement, en fait, à la comptabilité. Et je crois que tu avais bénéficié de programmes un peu spécifiques qui t'ont certainement beaucoup aidé à passer un cap. Bien sûr, parce que voilà, ça grossissait. Je voyais bien qu'il y avait de plus en plus d'assauts. On se retrouvait à la tête de réseau. Et puis, il fallait des fonds. Et puis, l'objectif, c'était d'aider les assos. Donc, il fallait plus de fonds. Et puis, finalement, on est aussi dans une démarche de surveillance d'appel à projet. Et à ce titre-là, on a candidaté à la fondation de François Hollande, qui s'appelle La France s'engage. Et donc, on a répondu en 2018 à l'appel à projet. On a été lauréat. Et là, ça a été un cap important pour nous, puisque ça a été des moyens financiers et qu'on a pu avoir des bureaux, commencer à embaucher du monde. Et, donc, il y a une dotation avec et surtout aussi de l'accompagnement technique et avec des compétences opérationnelles. Voilà. Mettre en place des indicateurs d'impact pour valoriser le projet. Oui, parce qu'avant, en fait, de candidater, c'était quoi le besoin ? Qu'est-ce que tu te disais avant de... Tu as réussi, en fait, un bon paquet de choses. Les doudous, en fait, tu les distribues à ces enfants-là. Le jeu, tu l'as fait. Tu as disséminé partout en France et quotidiennement, des nouveaux hôpitaux et des nouveaux centres veulent mettre en place, en fait, un bureau local. Mais tu t'es pas dit, en fait, stop, ça suffit parce que je suis arrivé au bout de l'idée et puis maintenant, il faut stabiliser un petit peu tout ça. Non. Non. Non, c'est vrai. Non, pourquoi je me suis pas dit ça ? Ouais. Non, je me suis dit, faut continuer, quoi. Et qu'on avait aussi des hôpitaux qui continuaient à nous solliciter et qui voulaient créer des assos. Donc, voilà, il faut les aider, il faut des fonds. Et je sentais quand même que j'avais pas fait l'école d'anesthésie pour me trouver à la tête d'un réseau comme ça et que j'avais des compétences qui me manquaient. Et donc, parce que tu continuais, en fait, quand même ton boulot. Hein. Oui, je continuais quand même mon boulot. Oui, bien sûr. Et tu continues toujours ton boulot. Et je continue toujours mon boulot, ouais. Mais je sentais qu'on avait besoin de compétences et d'accompagnement. Et donc, au-delà du financier dont on avait besoin, c'était d'avoir ce réseau-là, peut-être de structures qui ont accompagné des projets qui changeaient d'échelle. Et on était dans cette situation-là, et c'est pour ça qu'on a été lauréat d'ailleurs. Et donc, ils nous ont vraiment... Changer d'échelle. C'est ça. Changer d'échelle. C'est ça le truc important. Ouais, tout à fait. Et que ça nécessite un accompagnement différent, et que j'ai eu la chance, à la même période, de rentrer dans un système de repérage d'une ONG qui s'appelle Ashoka et qui cherche des porteurs de projets partout dans le monde. C'est une ONG américaine. Et on est tombé dans leur scope et qu'ils ont mené une enquête sur nous pendant 6 mois, sur moi. Voilà, qui sont venus à Rennes parler à mes collègues, leur poser des questions. Cette ONG, en fait, cherche des projets à impact social qui peuvent avoir un changement systémique. C'est vraiment leur ligne. Et ils ont surtout repéré, moi j'en avais pas forcément conscience, que c'est des projets qui ont fait leurs preuves, qui sont développés, mais qui, arrivés à un certain point, peuvent être en difficulté de structuration. Et c'était notre cas. Et que si on les aide pas à ce moment-là, on peut mettre en péril le projet. Oui, parce qu'il y a des besoins de professionnalisation évidents. Exactement. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que c'est donc une démarche d'enquête sur des personnes. Donc là, c'était sur moi. Il faut savoir si j'avais bien les critères et l'engagement que Ashoka recherche. Probablement les capacités, parce que j'imagine on peut être très bon en fait dans une phase de création, de lancement, et peut-être qu'on n'est plus la bonne personne ensuite pour continuer son développement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, c'est vraiment leur enquête. Et donc, je suis devenue ce qu'ils s'appelle Fellow Ashoka en 2018, donc accompagnée par Ashoka. Et à ce titre-là, ils m'ont demandé d'arrêter de travailler à l'hôpital pendant 3 ans pour me consacrer au projet. Et j'ai refusé. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai négocié un mi-temps. Et donc, ils m'ont dit, dans ce cadre-là, comme le projet est vraiment dans votre établissement, que vous n'avez pas créé un projet à côté. Donc, je dis, moi, j'ai besoin d'être sur le terrain. Et donc, ils m'ont dit, OK, donc on finance à mi-temps. Et je suis passée à mi-temps depuis ce temps-là, depuis 2018. D'accord. Financée par Ashoka. Là, tu n'y es plus, là. Si, je suis encore à mi-temps. Encore je suis encore à mi-temps. Et tu es toujours fellow de la fondation Ashoka ? C'est à vie. C'est à vie. Voilà. On a un accompagnement de 3 ans, mais on reste fellow. Et moi, j'ai la chance d'avoir, en plus d'avoir eu le financement pendant 3 ans, d'avoir un comité d'accompagnement de personnes qui ont des très grandes compétences avec qui je travaille régulièrement, qui sont... C'est précieux, ça. C'est très précieux. Voilà. Et qui me challenge, qui me disent, là, il faut que tu fasses attention, là, comment on peut t'aider, et qui écoutent aussi les problématiques que je peux avoir. Comment ils avaient identifié chez toi, on va dire, les points forts et les points faibles. Et donc, les points faibles, évidemment, là où tu avais besoin d'assistance pour passer ce fameux cap, et donc accompagner le développement des petits doudous.
Je pense qu'il y avait déjà que j'avais réussi ça, en fait. Moi, pas moi, parce que c'est les assos locales qui font, hein, mais que le modèle était bon et répondait à un besoin de terrain, si ça se développait, qu'ils avaient bien conscience que changer d'échelle, c'était compliqué, et que là, on a besoin d'accompagnement, aussi d'être surveillé, parce qu'on y met de l'énergie, et moi, c'est un projet qui me tient à cœur. Il faut apprendre à gérer tout ça. Peut-être qu'il fallait plus de monde, il faut apprendre à gérer des équipes. Et ce qui a été aussi très important, c'était d'essayer d'avoir la vision que j'avais du projet et où je voulais aller. Et quand je l'ai dit encore il n'y a pas très longtemps, quand j'arriverai à montrer que les soignants doivent faire plusieurs choses et travailler sur des projets pour revenir à l'hôpital avec ce projet, et peut-être d'avoir du temps détaché, que ça soit valorisé comme si c'était normal de faire ce job, peut-être que finalement, d'être membre doudou, ça mérite un 25% et que ça doit être financé par l'hôpital ou l'établissement, et que c'est normal, ou par d'autres organismes peut-être, mais en tout cas que c'est normal et que ça mérite d'être valorisé, que ces soignants-là en plus vont aller mieux. Le jour, je l'ai dit encore, quand j'aurai réussi à faire ça, je prendrai des vacances. Mais c'est ça, en fait. En réalité, tu as répondu à cette question-là. C'est pourquoi tu t'es pas arrêté à ce moment-là, parce que tu n'as pas atteint l'objectif que tu t'es fixé. Oui. En réalité. Oui. Ouais, et que tu avais une vision, et ta vision dépassait le simple fait de soulager la prise en charge des enfants. Parce que si les soignants vont mieux, ils vont mieux s'occuper des enfants, et tout le monde ira mieux, en fait. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire... Et que si moi, j'ai plus envie de partir, c'est parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir du temps à côté, de travailler beaucoup sur des projets pour l'hôpital, mais de montrer que quand on est soignant, on peut aussi faire ça. Et moi, j'ai la chance d'être financée pour le mi-temps que j'ai. Mais voilà, tous les soignants du réseau Doudou qui sont bénévoles et qui font tout ça en plus de leur boulot à côté, il y a un moment où si on arrive à reconnaître que ça fait partie de leur job, ce serait une belle reconnaissance pour eux. Ouais. Et puis en plus, c'est génial cette histoire parce qu'on voit bien que l'impact, quand on commence par soi et son entourage proche, et que ça répond à une problématique que l'on rencontre au quotidien, qu'elle est ensuite généralisée parce que en fait, on n'est pas seul face à cette situation, et que effectivement, c'est généralisé, que ça prend de l'ampleur, que là, on a atteint une dimension effectivement nationale. Je ne sais pas d'ailleurs si tu connais des initiatives étrangères, européennes ou américaines mais il y en a pas. Voilà, et que ce petit doudou, ce petit mail au départ, en fait, qui a un impact très, 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 très faible au niveau global, peut finir par changer quelque chose de grand. Ouais, en fait, j'ai juste envoyé un mail. C'est rien, ça. Tout le monde peut le faire, en fait. Après, tout le monde ne peut pas aller jusqu'à la création des petits doudous et tout ce que l'on fait. Oui, ce que tu as fait, mais on ne sait pas, tout en fait. Tout le monde peut commencer déjà. Voilà, on peut commencer. Et puis après, moi, je me suis adaptée, j'ai appris beaucoup de choses tous les jours, j'apprends encore beaucoup de choses. Et c'est aussi une aventure dingue de vivre ça, et que ça m'a formée. Oui, je suis infirmière anesthésiste et pourtant, je fais la déclaration TVA. Et voilà, et pourquoi pas, quoi. Voilà. Alors, c'est pas fini, mais parce que depuis le début, en fait, tu parles de toutes ces belles choses qui se sont passées, de toutes ces réussites. Tu as quand même connu, en fait, des désillusions, des échecs, des difficultés. Ou alors, non, ça a été, en fait, un long tapis rouge qui s'est en fait, je pense, déroulé devant toi. Non, il y a eu des difficultés, évidemment, et des pressions. Et c'est un nouveau modèle. Enfin, aujourd'hui, c'est des associations de soignants intra-hospitaliers comme ça. On est le seul modèle en France. Ça n'existe pas. Et ailleurs non plus. Il y doit y avoir des jaloux, en fait, qui sont venus, qui t'ont emmerdé, qui ont essayé de... il y a eu beaucoup de pression. En fait, je pense que j'ai cette capacité à garder les bons moments. Très résiliente, quoi. Ouais, je pense. Et combien de fois à l'hôpital, quand je travaillais, c'est pour ça que je continue à travailler, où je venais et je voyais un enfant arriver dans sa voiture électrique avec ses autocollants doudou, que je le voyais s'endormir tout seul au bloc, je me disais, rien que pour lui, ça vaut la peine, quoi. Et toutes les difficultés que j'ai eues, c'est pas grave. Si lui, il va mieux, s'il s'endort comme ça, et s'il vit bien ça, rien que pour ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et toujours, et je m'en nourris tout le temps quand je dis que j'ai plein de photos super belles, c'est que je m'en lasse pas, j'en fais pas à chaque fois que je bosse, mais pas loin, de voir les enfants qui partent,
Voilà, et puis maintenant, il y a tellement de super moments. L'interne qui sait pas qui je suis, et c'est très bien, qui me dit non mais attends, ne jette pas le fil de bistouri, tu sais que ça paye les doudous qu'on offre aux enfants. Tu vois, ça c'est génial. voilà. Je me dis bon ça c'est fait, et les difficultés Enfin, que j'ai juste eues tu la le vires journée. parce qu'il te connaît pas quand même. Oui, c'est ça. Il se fait chambrer en plus par les équipes en disant il y a plein d'anecdotes, c'est vraiment bienveillant tout le temps, et finalement ça m'aide à passer les moments difficiles et de me dire c'était pas grave, quoi. C'était pas grave. Ouais, parce que quand même, encore une fois, on le rappelle, tu continues de bosser, tu fais pas ça à temps plein, alors que ça mériterait plus qu'un temps plein, en réalité. Ouais. Donc il faut supporter la charge de travail. Bon, j'imagine qu'il faut aussi évidemment en fait pouvoir se ménager aussi un temps pour soi. Un temps pour soi, pour sa famille, pour ses amis, pour ses loisirs, parce que tu es passionné de planche à voile. Exactement. Que tu en fais avec Léa. Ouais, tout à fait. Bon, donc ça aussi, en fait, personnellement, c'est difficile. Et probablement, en fait, que les programmes auxquels tu as participé, et l'accompagnement, le fait d'être entouré et de savoir que d'autres personnes ont vécu ça et qu'on te comprend, parce qu'il doit y avoir un décalage aussi énorme avec son entourage. Oui, bien sûr. Ils ne comprennent pas. Oui, je me rappelle aussi un soir où j'étais de garde et j'étais en train de me laver les mains avant d'entrer au bloc, et Catherine, l'anesthésiste qui était là, elle me regarde et elle me dit mais comment tu fais ? Je lui dis mais comment je fais quoi ? Elle me dit mais hier tu étais à l'Élysée parce que j'avais été invitée par Emmanuel Macron, et là j'étais en train de me laver les mains et j'étais à ma place d'infirmière anesthésiste. J'ai dit mais c'est la vraie vie aussi, enfin c'est ma vraie vie, et je dis moi c'est mon métier, j'ai envie de le faire et je suis infirmière anesthésiste comme tous les autres. Donc ça aide aussi à peut-être garder le cap, parce que je pourrais être tous les soirs à m'inviter à des cocktails, à tout ça, mais je serais tellement loin de la réalité du terrain. Donc c'est aussi mon équilibre en fait de travailler à l'hôpital. Et après, j'ai la chance d'avoir un écosystème aussi autour où ça m'est arrivé, voilà, quand il y a des difficultés, je me rappelle très bien d'être en difficulté sur des problématiques, pas savoir comment faire, et d'appeler au secours quelqu'un d'Ashoka qui m'accompagne en disant là je sais pas comment je vais faire, et il m'a dit 1 tu vas nager, 2 tu te reposes, et 3 tu m'appelles dans 2 heures et on en reparle, et la réunion tu vas la faire comme ça et on va t'aider. Donc oui, j'ai ces ressources autour qui font que quand ça va pas, je sais qui appeler. Je suis pas toute seule, quoi. On voit quand même que tu as la tête bien faite. Et ça vient d'où ? C'est le bazar un peu des fois. C'est vrai, j'imagine. Mais ça vient d'où ? C'est construction familiale, ta Bretagne Nord, sans doute, tes passions perso. Je sais pas d'où ça vient. Je crois que j'ai grandi à Lannion dans une période aussi où le numérique était en plein les télécoms en plein boom, et c'était de l'innovation permanente, quoi. L'invention de la carte à puce, le Minitel. Nous, on avait les derniers téléphones à la maison. Le Minitel créé à Lannion. À Lannion, exactement. C'est breton. On était ville test, donc on était premiers à le Minitel. Donc voilà, ça me paraissait possible en fait. C'était tout des trucs innovants les uns. Voilà. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose j'ai baigné dedans, me dire ils ont l'air de croire que c'est possible, ils testent des choses, quoi. Donc peut-être qu'il y a de ça. Et puis après, la famille, la nature aussi, la mer, une région riche quand même. On est bien ancré en Bretagne. On est bien ancré en Bretagne. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc puis du granit, quoi. C'est vrai. Rose. Rose, en plus. Voilà. Ça fait partie des petits doudous, ça aussi. Ouais, bleu, vert et rose. Bleu, vert et rose, ouais. Là, donc, on revient quand même sur la fondation de la France s'engage, qui t'a permis de passer une étape importante. Une grosse étape. Oui. Et qui t'a accompagné jusqu'où ? Eh bien, en fait, il nous accompagne toujours. Donc, on a eu 3 ans d'accompagnement financier, et puis on est un bon exemple en fait de ce qu'ils veulent démontrer, que les changements qu'on accompagne un peu avec de l'argent au départ peuvent avoir un impact encore plus important. Et donc voilà, ils nous suivent de près. Là, on a une mission encore grâce à leurs partenaires avec des avocats à Paris sur les flux financiers entre nos structures. Voilà, c'est des choses importantes. Là, on a besoin vraiment d'experts sur du mécénat, du sponsoring, comment les partenaires qui viennent. Voilà, on a beaucoup de sujets. On vend aussi beaucoup d'objets dérivés qui financent le projet. Pour éviter en fait que les assos achètent chacun dans leur coin et payent cher, on a fait centrale d'achat. Enfin, c'est tout bête, mais au lieu d'acheter, on s'est dit on va acheter pour 5 assos et ça va être mieux, on va avoir des meilleurs tarifs. Et donc on a commencé à faire ça dans notre coin. Pareil, ma mère dans le Finistère faisait un peu l'expédition. Enfin, et sauf que ça a commencé à prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Ouais. Et à gérer certainement aussi des flux financiers importants. À gérer des flux financiers. Et surtout, moi, j'ai appris que si on faisait plus de 60 000 € de chiffre d'affaires
il dans parle une d'asso. association, on perdait l'intérêt général. Ouais. On n'en était pas du tout là. Mais moi, je dis hors de question de perdre l'intérêt général. Donc, on va externaliser ça. Mais comment, à qui, je ne savais pas trop. Et donc, j'ai eu un ami avocat qui m'a dit, mais mets sur la table ce que tu voudrais, on va regarder comment ça peut se faire. Et il m'a dit, il faut créer une structure. Et donc, on a créé une société qui s'appelle Doudou Développement, qui est une société ESUS, une entreprise solidaire d'utilité sociale, parce qu'elle a pour mission de rendre service aux associations et de financer l'association aussi. Et donc, on a créé cette structure en 2018, Doudou Développement, et qu'aujourd'hui, il y a 2 salariés, qu'elle a une vraie activité de vente de produits, puisqu'on en vend à toutes les assos, il y a beaucoup d'assos. Ouais. Et que pour aller que plus pour loin... les assos. Non, aujourd'hui, pour aller plus loin, on vend aussi au public. Ouais. Et c'est aussi un challenge pour nous d'être plus visible du public, parce que plus il y a d'assos, on en vend, mais plus le public nous aide en achetant nos objets dérivés, plus aussi ça aide le projet à être financé. Bah oui. Donc aujourd'hui, l'enjeu, au-delà des plus de 100 assos créés, c'est d'être mieux connu du grand public. Et vous y arrivez comment, justement À être connu du grand à être public. connu du grand public, à sortir des murs de l'hôpital. Voilà, on essaye, et puis plus il y a de soignants, plus on communique, et plus on échange, et plus nos objets dérivés sont visibles. Et plus mais il y a ça suffit d'enfants pas. malades, non? Non, c'est vrai. Non. On espère qu'ils vont mieux, mais voilà, les enfants qui devront venir à l'hôpital, ça existera toujours, et on est là pour évidemment. ça. Voilà, donc nous, c'est aussi parce que c'est avant tout une histoire de rencontre et une très belle aventure humaine. C'est aussi qu'aujourd'hui, notre choix et le pari qu'on prend pour être plus connu du grand public, c'est par la voile. Alors, ça a été un choix vecteur de délibéré, ou communication. alors ça a été encore une rencontre et un mail envoyé Non, ou alors, c'est encore... Non, c'est quoi cette histoire? Ouais, c'est encore aussi dingue que tout le reste. C'est Amandine. Alors, Amandine, à qui j'ai envoyé le premier mail, qui un jour m'appelle et me dit « Nolwenn, il faut que tu sois vendredi à Saint-Malo ». Et je lui dis « Ah mais non, vendredi, je peux pas, je suis en salle de réveil, je ne peux pas ». Et elle me dit « C'est pas un choix, c'est arrange-toi, il faut que tu viennes, ça va te plaire ». Et elle m'a pas dit plus de choses que ça. D'accord. Comme je lui ai fait confiance, je me suis arrangée. On pouvait quand même, elle est là depuis le début. Ouais, voilà. Tout ça existe quand même grâce à elle. C'était en 2016, et je lui ai fait confiance. Et comme j'ai des collègues bienveillants et que je passe mon temps à bouger mon planning, et que je trouve toujours quelqu'un pour me remplacer, eh bien, je suis allée à Saint-Malo en 2016. Et je me suis retrouvée en bas des remparts, où Amandine m'attendait, et elle m'a présenté Armel Tripon, qui est un skipper. Et ils m'ont annoncé tous les deux qu'ils partaient faire une régate, ils partaient à New York, et que Moulin Rôti finançait son budget de fonctionnement, mais qu'ils avaient décidé de mettre le logo des petits doudous à la place de celui de Moulin Rôti. Voilà. Ah, ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. D'accord. Et l'après-midi, avec Amandine, on a pris des éponges, ils ont hissé la grand voile, et nous, on a dessalé la grand voile, et on a collé l'autocollant des petits doudous dans la grand voile, toutes les deux. Et il est parti avec ce logo et quelques doudous dans son bateau. Mais là, c'était genre totale surprise, en fait. Totale surprise. En fait, ce qui s'est passé, maintenant je le sais, parce que un peu à posteriori... Parce que tu le connaissais pas, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Armel Tripon. Non. Armel connaissait très bien Moulin Rôti. Il a une histoire aussi avec Moulin Rôti. Et quand il a été question de financement de son bateau, donc il a gagné la Mini Transat avec un bateau Moulin Rôti. Il avait déjà eu ce sponsor. Et donc là, il est revenu sur son projet. C'était un classe 40. Et donc, il a demandé des budgets à Moulin Rôti s'il voulait suivre. Et ensemble, il s'était dit, c'est bien, mais est-ce qu'on peut pas raconter une autre histoire et soutenir une asso? Et en fait, Moulin Rôti a dit tout de suite à Armel, mais nous, on en soutient une asso. Et ça va te plaire. Et Armel, il avait eu ça fait sens. un petit garçon hospitalisé, et l'hôpital, ça lui a toujours tout de suite parlé. Et donc, on s'est rencontrés à Saint-Malo, on allait manger tous ensemble, et Armel, il m'a dit, raconte-moi, tu fais quoi, c'est quoi l'histoire des doudous? Et j'ai dit, et toi, raconte-moi, c'est quoi l'histoire d'un skipper qui part en portant une asso? Et tu le connaissais à la base? Ah non, pas du tout. Non. Alors, j'aimais bien le monde de la voile, je connaissais, évidemment, en étant bretonne, tout ce milieu-là, mais non, je ne connaissais pas du tout. Et donc, il est parti. Tout de suite, j'ai vu quand même que sur nos réseaux, le relais, dès qu'il nous envoyait une photo, les soignants y partageaient, qu'il y avait un effet de communication, qu'on avait des demandes de dire mais on a vu votre logo sur un bateau, c'est quoi les petits doudous? Et je me suis dit quand même, ça a l'air d'être une bonne com, quoi. Et puis quand on voit évidemment toutes les marques qui utilisent le vecteur de la voile, voilà, je me suis dit bon, très bien. Ouais, et tu t'es pas dit en fait c'est une idée farfelue. Non, je trouvais que c'était dingue, mais bon, pourquoi pas? Et que c'était des belles valeurs, de toute façon aussi, la planète, la mer.
Et en fait, Armel, après cette première régate qu'il a arrêtée aux Açores parce qu'il a pris un gros coup de vent et qu'il n'a pas pu la finir, il m'a envoyé un message pour me dire Ça t'a dit à Moulin-Rôti, mais putain, mais en fait, vous avez misé sur le mauvais cheval. C'est pas possible. Non, j'en parce veux que un autre skipper. je trouvais ça dingue déjà d'avoir proposé ça. Et en fait, tout de suite, il m'a dit je vais arrêter parce que c'est pas raisonnable. Le bateau, voilà, il faut pas prendre de risques. Et j'ai trouvé ça aussi adapté. Et il m'a dit par contre, je vais faire Québec-Saint-Malo après et je veux vraiment continuer à porter l'assaut. Et j'ai dit pas de problème. Et donc, sur la régate d'après, il a fait changer le nom du bateau pour qu'il y ait le nom des petits doudous qui apparaissent au bout de la ligne. Et il a continué. Moi, je suis allée à l'arrivée à Saint-Malo et voilà, voir le logo des doudous arriver, je trouvais ça dingue. Et puis, ça a continué comme ça. Après, il a eu un autre sponsor qui était Réauté avec un trimaran aux couleurs de cette entreprise que j'ai rencontrée, qui ont été tout de suite favorables au fait qu'il y ait notre logo sur le bateau. J'étais même la marraine du bateau. Et il a gagné la Route du Rhum 2018 avec ce bateau. D'accord. Et Moulin-Rôti était toujours partenaire ? Moulin-Rôti, toujours partenaire pour nous mettre en visibilité. D'accord. Donc, en fait, il finançait la part sponsoring des petits doudous. Voilà. OK. Ouais. Et nous laisser la place. Et laisser la place. Voilà. C'est incroyable. Ouais. C'est quand même beau, qui dirige là, Moulin-Rôti ? C'est une famille, c'est une entreprise familiale ? Alors c'est une SCOP, donc c'est les salariés. Ah oui, c'est une SCOP. C'est une SCOP, voilà. Oui, et donc c'est Bruno, le patron de cette boîte-là, qui est vraiment super. Et aujourd'hui, c'est Émilie, la présidence a changé. Mais la direction... présidente. Elle y est toujours, Amandine ? Oui, elle y est toujours, bien sûr. Bonjour, Amandine. T'es formidable. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Merci d'avoir répondu à ce mail. Et en fait... Et donc, Armel, il travaille des doudous, et puis ça marche bien. Et il part faire le Vendée Globe en 2020, avec un bateau qui n'est pas du tout à nos couleurs. Et on arrive à trouver une histoire à notre doudou gris, et il embarque tout ça. Et puis, c'est pas mal le Vendée Globe, parce qu'on a des assos outre-mer, et que ça permet de faire le lien entre les assos métropolitaines et outre-mer. C'est que quand il est au niveau de la Guadeloupe, on fait un petit coucou aux doudous de Guadeloupe qui font des photos sur la plage. Quand il est au niveau de la Réunion, les gens de la Réunion, ils arrivent à, je ne sais même pas comment ils ont fait ça, à trouver la responsable de la surveillance du piton de la Fournaise. Ouais. Et la responsable, elle monte en haut du volcan avec sa tenue vulcanologue, avec des doudous, pour dire on regarde passer Armel Tripon. J'ai trouvé ça fou. En Polynésie, ils étaient déjà au taquet avant que le bateau parte. Et donc, il se crée vraiment une vraie aventure. Et Armel joue le jeu. Il nous envoie des photos de sa mascotte, qui est le doudou gris qui est avec lui. Donc, c'est une course en solitaire, mais lui, il n'était pas tout seul. Il a plein de doudous avec lui. Et donc, voilà, c'est une belle histoire. Et puis, c'est aussi de la performance, des valeurs. Et c'est tout ce qu'on est, nous aussi, en anesthésie. De la performance, il y en a tous les jours. Donc, le parallèle entre l'aventure humaine, quoi. L'aventure humaine, les tempêtes, les obstacles et comment on surmonte ça. C'est exactement ce que vivent les enfants au bloc. Donc, voilà, les parallèles. L'attitude aussi de ces marins qui sont là pour le calme, qui sont tout le temps aux aguets, qui surveillent, qui sont là pour les problèmes, exactement comme nous, au bloc. Donc le parallèle est assez fort. Et finalement, quand il revient du Vendée Globe, on se retrouve chez Moulin-Rôti pour faire le bilan. Et Armel, il dit, faut aller plus loin, il faut un bateau aux couleurs de l'association. Ah ouais. Un trimaran. Un trimaran aux couleurs de l'association. Alors là, moi, je dis... Calmez-vous, comment on va faire ça voilà. Et en fait, moi, je dis, je veux bien proposer à nos partenaires de faire comme Moulin-Rôti, c'est-à-dire de financer... Alors là, c'est quand même assez dingue, c'est que je vais voir des partenaires et je leur dis, écoutez, on a besoin d'argent. Vous allez donner du fric, mais pas pour vous. Voilà, vous allez donner du fric pour un bateau, un budget de fonctionnement, et c'est des gros budgets. Et en plus, vous n'allez pas mettre votre logo, mais le nôtre. Et en plus, on a besoin de vos salariés pour nous aider. Ouais. Voilà. Et la belle histoire, c'est que sur la Transat Jacques Vabre en 2021... Alors en fait, c'est comme si tu disais à un gars, si tu vas voir, je sais pas, en fait, un chef d'entreprise, tu vas lui dire, écoute, je vais t'inviter chez moi, tu vas prendre la cuisine, tu auras fait les courses avant, tu vas me cuisiner en fait un bon petit plat, ça va être top, tu vas me dresser la table, je vais m'asseoir, tu vas me servir, je vais manger, et tu vas me regarder. Ouais, c'est ça. Et toi, tu vas même pas manger. C'est carrément ça. Mais il y a des gens qui disent oui. C'est ça. Ils disent oui à ça. Ils disent oui à ça. Ouais. C'est incroyable. Et pourquoi ? Parce que ils ont envie de nous soutenir. Ouais. Qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que peut-être c'est un peu connu les petits doudous, mais qu'on a besoin de visibilité, qu'on a besoin d'encore passer une marche. C'est que moi, je me dis, à la fin de l'année, quand les gens ils ont envie de faire des dons, pour une asso qui se disent il y a la Croix-Rouge, Médecins sans frontières et les petits doudous. Voilà, c'est aussi ambitieux que ça de se dire peut-être qu'un jour ça pourrait arriver.
Tu as fait des petites études de notoriété. Comment ça se passe justement, cette ouverture au public, au grand public, Alors, ça commence à prendre? Ouais, justement, avec ce projet Voile, en fait, on est allé au-devant du public. En 2021, c'était la première fois que donc, le bateau était au nom de l'association et à nos couleurs, bleu, vert, rose. Et on avait un stand où on vendait les doudous. Et là, on a eu un vrai... moi, il y a eu plein de fois où je me suis dit, d'ailleurs, une dame, elle m'a fait pleurer. Je ne sais même pas qui c'est, mais c'était juste avant le départ et on avait une semaine... on avait beaucoup travaillé, mais aussi beaucoup fait la fête. Et moi, j'étais très fatiguée. Il y a une dame, elle est venue, elle m'a dit, il y avait eu le baptême du bateau. Amandine est la marraine du bateau. Et Hugues, le président de Niji, avec qui on a fait le jeu, c'est pour le héros, c'est toi, qui est parrain du bateau aussi. Ah, super. Et en fait, il y a une dame, elle est venue, elle avait entendu à la radio que le bateau était baptisé, cette histoire de soignants engagés. Et en fait, elle est venue, elle me dit, ce matin, je me suis levée, je me suis dit, j'ai une chose à faire. Venir acheter des doudous pour vous soutenir. Et elle me fait tout un laïus en disant, voilà pourquoi je veux, c'est le projet le plus intéressant. Et elle me fait toute une tirade. Et en fait, moi, j'étais fatiguée, je me suis effondrée. Tout le monde m'a dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la dame? J'ai dit, elle m'a dit ce que j'avais envie d'entendre. Et pourquoi on est là, en fait. Et pourquoi on fait ça, et pourquoi on est là. Et je me suis dit, voilà, on a ce retour. Et on a cette visibilité. Et ça valorise tout le monde. Et les soignants sont venus, en plus, aussi tenir ce stand pour qu'on se voit, qu'on se rencontre. Julien, des petits doudous de Dieppe, il faisait notre mascotte, mais il nous a fait le show. Tout le monde était devant le bateau. Enfin, c'était juste génial de le voir. Ah, moi, je peux t'assurer, en fait, que Léa, elle a qu'une passion. C'est avec la doudou de... Ah bah ouais, c'est clair. Mais non, mais voilà, et c'est de vivre ça. Et on a réussi sur la Transat Jacques Vabre. Et Armel Tripon m'avait dit, c'est bien, on a réussi à boucler le budget de la Jacques Vabre, mais le Rhum, c'est bien plus que ça. Et puis, on a transformé le challenge et il était au départ de la route du Rhum et il était à l'arrivée en Guadeloupe. Et à Saint-Malo, on a vécu une histoire complètement dingue. On a été classé dans les 5 bateaux à ne pas manquer. On a été happé par tous les médias. Notre boutique doudou a cartonné et moi, j'ai eu des tonnes de messages d'un petit garçon qui vient avec son doudou qu'il a gagné à l'hôpital parce qu'il a été opéré et qui demande s'il peut se faire prendre en photo devant le bateau. Et moi, je l'ai pris par la main. J'ai dit, mais tu vas venir sur le bateau, toi. Voilà, et puis c'est ça. Et on a eu 200 soignants et salariés de nos partenaires qui sont venus se relayer pour tenir le stand la journée, sur des jours de repos. Enfin, il y en a plein ici. Il y en a au moins 2 que je vois devant moi qui ont fait ça. Enfin, c'est dingue de vivre ça. C'est quand même incroyable, quoi. Et le retour, moi, c'est la première fois, j'adore être dans la foule, j'adore le monde, et c'est la première fois de ma vie où je suis allée sur la plage souffler parce que c'était tellement trop. Voilà, des collègues du boulot qui passent, qui me disent, mais quand on te voit là, Nolwenn, mais c'est dingue, quoi. Et c'est vrai, c'était fou. Et moi, j'aime bien aussi ce moment un peu où ma mère et mon frère et ma sœur étaient là et on devait manger ensemble. Et en fait, j'ai été appelée par France Bleu, il fallait que je fasse une interview et on n'a pas beaucoup arrêté. Et en fait, je suis arrivée et je dis à ma mère, en fait, je ne peux pas rester, quoi. Et mon frère avait une bière et j'ai bu un peu dans son verre, c'est tout ce que je pouvais faire avec eux. Et ma mère me dit, mais on pensait qu'on allait te voir. Et c'était très frustrant pour moi parce que je dis, je bosse pour le projet, je vois pas ma famille. Et en fait, ma sœur m'a envoyé un très beau message de ça. Elle m'a dit, mais j'ai dit à maman, ta fille, elle a créé une asso sans prétention. Et là, je sais pas si tu réalises, mais il y a un bateau au nom de son association qui va prendre le départ de la route du Rhum. Donc oui, là, elle est très occupée, elle est débordée, mais quelle belle aventure elle vit, quoi. Et comment on peut être fier. Mais oui, parce qu'on parle aussi beaucoup et je l'ai évoqué, de sa disponibilité et du temps que l'on passe à gérer cet assaut, autant que l'on passe à essayer de continuer à bosser à l'hôpital. Et évidemment aussi, en fait, le temps qu'on doit essayer de passer avec ses proches. Bien sûr, ouais. Donc, il y a un équilibre à trouver. Mais c'est difficile, en fait, tout de même, de trouver cet équilibre-là quand la mission est aussi importante. Bien sûr, bien sûr. Et Ça te dépasse, ça t'appartient plus. Non, ça m'appartient plus. Ouais, c'est Thomas Coville qui m'avait dit, Nolwenn, ce projet il est devant toi depuis un moment. Mais c'est oui. vrai, c'est vrai. Et moi, j'essaye de faire au mieux. Ben oui, de rattraper un peu tout ça. Ouais, mais c'est vrai, juste de guider et de faire ce que je peux, quoi. Il ira où il doit aller. Moi, j'ai été invitée à une inauguration d'un service en région parisienne où il m'avait attendu pour faire l'inauguration et le directeur de l'hôpital, il dit c'est grâce à vous tout ça. Et je lui dis mais moi c'est la première fois que je viens chez vous.
j'ai rien fait chez vous. Hein. Ouais. C'est eux, là, qui ont tout fait. Hein. Ouais. Il m'a dit, oui, c'est votre idée, peut-être. Ouais. Mais moi, j'avais rien fait. Ouais, mais c'est Et- l'étincelle. Il n'y a pas de feu sans étincelle. C'est ça. Et c'est vrai qu'à Saint-Malo, mes enfants sont venus. Ma fille, elle a été bénévole sur le stand et ils ont eu un traitement de faveur, faut le dire. C'est que je les ai emmenés tout seuls visiter le bateau. Et je les ai emmenés, voilà, et leur dire. Ouais, et j'ai dit à ma fille, tu vois, je sais que je suis pas à la maison, que je passe beaucoup de temps et que c'est un projet qui me dépasse parfois. Voilà. Ouais. Je dis, mais regarde les enfants, regarde tout, je fais ça pour ça aussi. Et que je dis, tu me manques et que des fois c'est difficile. Et elle m'a regardée avec ses grands yeux bleus, elle m'a dit, mais je te reproche rien, maman. Et elle avait un t-shirt doudou et là, je suis allée la chercher au volet la semaine dernière et elle joue avec. Donc oui, c'est dur super. quand on est enfant Ouais. parce que des fois, ils voient que je suis plus sur ce projet qu'avec eux. Mais en grandissant, ils comprennent et ils sont vraiment bienveillant. J'ai dit à mon fils quand il est venu, viens, je t'emmène sur le bateau. Il m'a dit, mais non, maman, laisse la place. Il y a plein de gens qui veulent le visiter, ce bateau. J'ai dit, mais moi, j'ai envie que tu viennes avec moi le voir. Bah voilà. oui, c'est important. Voilà. Ouais. Donc, c'est aussi cet équilibre qu'il faut trouver. Et voilà, j'ai des collègues aussi qui m'aident beaucoup et qui me disent, le temps que tu donnes, il faut voilà, c'est du concentré peut-être. Et j'essaye d'être là comme je peux. Mais tout le monde n'a pas la chance de vivre ça non plus, quoi. Absolument, ouais. Je peux pas gâcher ça. Ouais. Je peux pas gâcher cette chance de vivre un tel projet. Mais tu sais, c'est aussi ces personnalités qui sont engagées dans la vie publique. Je pense notamment aux responsables politiques à très haut niveau, qui font un petit peu aussi une croix, alors pas totalement, mais sur leur vie personnelle, parce que l'intérêt général vaut bien ça, que c'est très prenant, que les chefs d'entreprise aussi, en fait, à très haut niveau. Il y a forcément, en fait, à placer le curseur au bon endroit. Et malheureusement, en fait, ça n'est pas au bon endroit pour tout le monde. Enfin, disons qu'il est au bon endroit pour toi. Il peut ne pas être au bon endroit pour les bénévoles de l'association. Il peut ne pas être au bon endroit pour tes collègues à l'hôpital. Il peut ne pas être au bon endroit pour tes partenaires, voire pour effectivement en fait ta famille ou tes enfants. Mais le plus important en fait, c'est qu'il l'est pour les petits doudous. En fait, et que ça permette aux petits doudous en fait d'avancer. Bien sûr. Et au final, c'est quoi les indicateurs que tu retiens pour te dire que le projet Voile des petits doudous, en fait, c'était un projet, un bon projet, où il y a entre guillemets en fait un sorte de retour sur investissement. Ouais, c'est déjà d'avoir des bilans achats d'espace média. Si on avait fallu, voilà, ça c'est des bons chiffres, même s'il faut les analyser d'une bonne manière. Mais en tout cas, c'est 5 millions d'euros de retombées médias si on avait dû avoir toute cette médiatisation. Donc ça, c'est déjà énorme et qu'on n'a pas les moyens, les petits doudous, d'avoir ça. C'est de regarder, de demander à David, qui est le DIRCOM des doudous, même si mon collègue à l'hôpital aussi, de lui dire, regarde sur les pages Facebook des assos s'ils ont tous partagé quelque chose de ce projet Voile. Et si ça embarque tout le monde. Et là, il se trouve que tout le monde a partagé beaucoup de choses de ce projet Voile. Donc ça leur parle aussi que moi, une asso à côté de Lyon m'appelle et me dit, je viens de voir le logo de mon association à la télé. Ça me va bien aussi. Et puis, tous les soignants qui sont venus et qui travaillent. Et après, c'est aussi, dès que la route du Rhum commence, on fait x10 en dons sur notre site internet. Voilà. Donc ça, c'est aussi ça. C'est de gagner des points, d'être connu du grand public et de se dire c'est un bon vecteur de communication. Ça aurait pu être le vélo ou la course automobile. Le fait est que l'histoire fait que Amandine, elle m'a demandé de venir rencontrer un skipper et qu'on s'est dit que c'était un bon moyen de communication, qu'on l'a construit petit à petit d'un classe 40, d'un multi 50, d'un IMOCA pour le Vendée Globe 2020, puis un multi 50, un Ocean 50 maintenant, et qu'on travaille sur un projet pour le Vendée Globe encore plus dingue. Mais voilà. Pourquoi pas, quoi. Il y a quoi de plus dingue que ce que tu viens de faire? Je vois pas. Quand même, là, d'imaginer de construire un bateau le plus éco-conçu possible qui se ferait le Vendée Globe aux couleurs de l'association, c'est quand même un peu dingue, quand même. Ah, c'est fou. Vas-y, dis-moi un peu plus, là, sur... en fait, c'est comment donc là, faire vous repartez... un projet. Prochaine édition, en fait, du Vendée Globe. Prochaine édition du Vendée Globe 2024. 24-25. Voilà, oui, 24-25, tout à fait. Nouveau bateau. Nouveau Lemuka. Oui, tout à fait. Que vous allez construire. Oui. Financer. Oui. Éco-conçu. Oui.
Ouais, bah oui. D'accord. Pourquoi pas. Ok. Voilà. Les Si on doigts dans le n'essaye nez, pas, en fait, hein. peut-être Ah ouais. pas, mais bon, c'est un enjeu de dingue. Ouais. Et ça respecte la mission des petits doudous, justement, oui. en fait, dans le recyclage, le Oui. upcycling. C'est ça. Et c'est même, réutilisation. au-delà du Vendée Globe, c'est d'avoir une preuve de concept d'un bateau différent. C'est que on est dans ce vecteur de communication de la voile qui est l'océan, la planète, voilà. La conception des bateaux n'est pas si vertueuse que ça. C'est du carbone, de la résine, des matériaux qui sont compliqués. Ouais. Et Armel travaillait depuis un petit moment avec le technocentre d'Airbus à Nantes, qui enfouit du carbone qui est périmé en fait pour l'aéronautique parce qu'il est pré-imprégné de résine et donc il est gardé dans des congélateurs. Et la date de péremption fait qu'ils prennent pas de risque pour l'aéronautique. Hein, et on est rassuré quand on est dans un avion, mais ils l'enfouissent et donc ça c'est un mauvais bilan carbone. Et donc Armel a commencé à travailler avec le technocentre d'Airbus à tester de cuire ce carbone pour pouvoir en construire des bateaux. D'accord. C'est vrai que sur les IMOCA, on a besoin de pas mal de carbone. Toute la coque du bateau et tout le pont est en carbone. Ah ouais. Y compris les foils aussi. Ouais, donc foil, coque, pont. Ouais. Tout est en carbone. Le mât aussi. Ouais. Et donc, d'imaginer, ça c'était le premier point, d'imaginer qu'on pouvait construire un IMOCA en carbone reuse. Donc là, au lieu de l'enfouir, de l'utiliser pour la course au large. Donc ça, c'était le premier sujet. Et comme nous, dans les petits doudous, on est assez spécialistes des métaux dans notre recyclage, je lui ai posé la question de savoir si de quels métaux il y avait besoin en plus du carbone. Et donc, il m'a dit du titane. Tout l'accastillage des bateaux de course est fait en titane. Et moi, j'ai dit, nous, on recycle de l'inox, de l'aluminium et du cuivre dans les petits doudous, mais le titane, j'ai pas vraiment creusé le sujet. Et donc, je commence à regarder. Il se trouve qu'on en a au bloc. Ouais, parce que c'est pas tous les ferrailleurs en fait qui vont non, voilà. recycler du titane. Qui vont recycler du titane. C'est très compliqué de recycler du titane. Et à vrai dire, à ce moment-là, je sais même pas si ça se recycle. Ouais. Et donc. Vous en avez à l'hôpital en fait. Et on en avait à l'hôpital. Ouais. Voilà. Et ça, tu le savais ou pas? Ben non. Non, je le savais pas. Enfin, je le savais, mais je sais pas pourquoi je m'étais pas penchée sur la question d'essayer de le récupérer et de le valoriser dans nos métaux. Voilà, ça devait arriver en plus de temps en temps qu'on avait des clous, un clou de fracture de bras, une prothèse de hanche, des tiges qu'on met dans le dos pour régler les scolioses. Attends, tu rassures, tu vas pas les récupérer directement chez les patients. Non, quand même, on leur laisse, ils en ont besoin. Mais voilà, si une tige nécessaire pour une scoliose est trop longue et qu'on coupe un bout, et qu'on jette ce bout-là, finalement, peut-être qu'on peut le récupérer. Ok, c'est comme ça, d'accord. C'est comme ça que j'ai commencé à trouver les premiers bouts de titane et en demandant à mes collègues IBOD, ingénieurs de bloc, quelle était la composition de ce titane. Et IBOD, c'est quoi juste pour infirmière de bloc opératoire. Voilà. C'est le pendant du CHIR. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Infirmière anesthésiste, IAD, infirmière anesthésiste diplômée d'État. Donc nous, on travaille comme moi. Je suis IAD. On travaille avec les anesthésistes et les IBOD, elles travaillent avec les chirurgiens. D'accord, ok. On travaille tous ensemble, mais voilà, c'est l'équipe. Oui, c'est l'équipe. Ouais. Et donc, c'est Chantal, une IBOD, qui me dit, ça, c'est des tiges de titane. Et donc, j'arrive à trouver l'alliage. C'est du TA6V. Donc, j'ai un petit peu progressé dans les métaux encore. Et en parallèle... Tu vas finir avec une bijouterie, en vrai. Ouais, c'est ça, peut-être. Et en fait, en parallèle, Armel s'est renseigné aussi sur l'alliage nécessaire pour l'accastillage de bateaux. Et on a croisé nos données. Et en fait, il me dit, t'as l'info? J'ai dit oui, toi, oui. Il me dit, moi, c'est du TA6V. J'ai dit, moi aussi. On s'est dit, c'est quand même dingue parce qu'il a besoin de TA6V et nous, on en jette. Ouais. Mais de là à faire le lien, comment on transforme nos tiges en poulies. Et en cherchant sur Internet, je regarde ce qu'on fait du titane en France et je tombe sur Eco-Titanium, qui est à côté de Clermont-Ferrand, qui est une centrale financée par l'ADEME et l'État. Google, c'est vraiment ton meilleur ami depuis le début. Google... le formulaire contact. Je suis même sur Lilo, d'ailleurs, qui est un moteur de recherche, voilà, où on collecte des gouttes pour les petits doudous. Donc, on peut même faire de la recherche sur Lilo. Donc, utiliser Lilo à la place de Google pour financer les petits doudous. Exactement, on est référencé. Et en fait, je trouve Eco-Titanium, centrale en France, 3 dans le monde, financé par l'ADEME et l'État, du groupe Aubert Duval et Ramette. Et en fait, ils savent faire ça. Ils ont la techno et c'est possible de transformer du titane pour le recycler. Et je me dis là,
Je sais pas comment, par la porte, par la fenêtre, ou je prends ma voiture et j'y vais, mais je vais réussir à rentrer en contact avec Éco-Titanium. Ouais. Et C'est j'ai peut-être un réussi. peu plus difficile que Moulin-Rôti. Ouais, c'était parce que j'ai fait contact là. Est-ce qu'il y avait une Amandine à... Ben oui, pourtant, c'est Ah ouais Jérôme qui est super, avec qui on travaille. Mais voilà, de les contacter. Et puis, c'est une très grosse entreprise. C'est un groupe mondial. Voilà, mais j'ai quand même réussi à trouver quelqu'un qui travaillait chez Aubert Dival, qui m'a écouté. Et on est allé visiter cette centrale. Et on a compris que technologiquement parlant, c'était possible de transformer notre titane médicale en pièces d'accastillage de ce bateau. Très bien. Avant de nous expliquer ça, ça reste encore des histoires de rencontres et ça reste encore complètement improbable la manière dont tu as réussi à entrer en contact avec eux. Complètement improbable. Et le nombre de fois où je me suis dit, on en ferait un film, ce serait pas crédible. Bah là, clairement, sur le recyclage du titane, c'est pas du tout crédible, quoi. C'est l'idée de se dire, on a des tiges, on va en faire des poulies et de trouver en France à côté de chez nous, parce que là, aujourd'hui, ce qu'on va faire avec ce bateau qui aura un accastillage en titane recyclé, c'est que c'est du made in France quand même. C'est chez nous. C'est chez nous qu'on a, avec un titane qui a un bilan carbone catastrophique et qu'on arrête d'extraire de notre planète des ressources qu'on jette à la poubelle. Enfin, voilà, c'est vraiment la preuve de concept. Et ce bateau et Armel Tripon pour discuter du Vendée Globe, et c'est un marin, et évidemment qu'il a envie de le faire, ce Vendée Globe, et j'avais besoin d'entendre ça. Il m'a dit, mais le cœur du sujet, ce n'est pas le Vendée Globe. Évidemment, c'est une très belle course, et moi, en tant que présidente d'Asso, j'ai envie qu'on soit sur cette course parce que c'est un relais médiatique dont on a besoin. Mais il faut aller au-delà de ça, c'est de la preuve de concept qu'on veut démontrer qu'aujourd'hui, même dans cette course au large, qui est un bon relais médiatique, on peut la faire autrement, avec des valeurs qui sont vraiment les valeurs des petits doudous et de ce qu'on embarque tous. Ouais, très important, mais Vendée Globe, ça reste une course. Oui. Le but du jeu dans une course, c'est de gagner. C'est de gagner. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'il y a des ambitions sportives? D'abord, première question. Et dans quelle mesure le concept de performance durable est réel ou atteignable? Dans quelle mesure, en fait, avec du carbone recyclé, avec du titane recyclé, on peut avoir un bateau performant, suffisamment performant pour, comment dirais-je, résister aux affres des océans, du Cap Horn, de ne pas casser, d'avoir en fait un vrai bateau solide de qualité qui ne va pas couler au fond de l'océan et qui, en plus, doit arriver en tête, doit tenter au moins de faire un podium, je ne sais pas. C'est quoi c'est les petits doudous, en fait. On ne transige pas sur les valeurs éco-responsables, c'est-à-dire qu'on recycle tout ce qu'on peut recycler. Donc ça, on est bon. Si on coche la case sur un bateau en carbone reuse que Airbus ne veut pas enfouir, ils vont aussi faire des économies. Donc moi, ça me va bien. Du titane recyclé, et démontrer que cette filière titane aujourd'hui en France est possible. Donc c'est un enjeu avec tous les maillons de la chaîne qu'on a aujourd'hui avec nous. Et la performance, c'est l'anesthésie en fait. Aujourd'hui, nous, au bloc, personne ne transige avec ça. Et donc, la performance, elle doit être là. Et de montrer que ces valeurs éco-responsables sont aussi des valeurs de performance. Et ça, c'est important. Et même si c'est un projet associatif et que ce bateau va s'appeler Les Petits Doudous et va porter l'association, nous, ce qu'on vise, c'est de l'excellence. Exactement. Et donc, oui, un podium avec un bateau qui va être très performant, c'est sûr. Aussi performant que tous les meilleurs bateaux de course. Voilà, on ne fait pas de compromis, quoi. Ouais, pas de compromis. C'est génial. Et les partenaires vous accompagnent? Oui. Donc déjà dans les processus de transformation? Oui. Donc avec Éco-Titanium, là, ils nous donnent déjà, on sait qu'on a déjà tout le carbone, tout le titane nécessaire à la construction d'au moins un bateau. Voilà, on a déjà toutes les quantités. Donc ça. Pourquoi au moins un bateau parce qu'on a déjà récupéré plus de titane que nécessaire pour un seul. Voilà. Donc on rêve à une ligne d'accastillage petit doudou en titane recyclé, et que peut-être qu'un jour tous les bateaux de course auront ce titane recyclé sur leur bateau. Ça serait vraiment chouette. Ah, ça serait génial ça. Parce qu'au final, en fait, tous les IMOCA seraient un petit peu des petits doudous. Ouais, voilà. Ça serait bien. Ça serait bien. Que on a réussi le concept. Voilà. Du carbone reuse, et puis utilisons les matières qu'on a sur la planète pour construire de manière plus vertueuse. Ça serait quand même le plus grand succès qu'on a réussi à faire avec ce projet Vendée, en portant une cause sociétale et en mettant en avant les petits doudous. Ouais, finalement, on aurait réussi un truc pas mal, Peut-être je prendrai un peu de vacances après ça, finalement, aussi.
Merci Nolwenn pour ce temps d'échange, de découverte des petits doudous qui nous ont emmenés assez loin en réalité. On a quasi fait un tour du monde là, j'ai l'impression. Je crois que j'ai quasi, on a quasi réussi à faire ce tour du monde. Je pense qu'on aurait pu continuer encore beaucoup plus loin. C'est vraiment passionnant. Moi, ce que je retiens, j'ai pas entendu chez toi en réalité l'expression de beaucoup de peur. Tu te dis pas, non, encore une fois, je vais pas y aller parce que je vais échouer. Et chaque petit pas, chaque petite chose que tu as mise en place pour les petits doudous, d'abord pour les enfants, même pas pour les petits doudous, parce que les petits doudous n'existaient pas, ça a été un pas supplémentaire vers ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc une association nationale qui est organisée, qui est accompagnée, qui propose aussi en fait de faire rêver cette fois-ci les enfants. Tu les aides à dormir et devant leur télé... Qu'ils fassent de beaux rêves. Ouais. Et les soignants aussi. Les soignants aussi. J'ai quand même une dernière question. Donc le développement des petits doudous n'est probablement pas fini. Donc il y a cette étape hyper importante du Vendée Globe 2024-2025 avec la construction, l'éco-construction de cet IMOCA, avec cette recherche de performance, avec la volonté d'exposer encore plus largement les petits doudous pour essayer en fait d'embrasser la cause et de faire en sorte que davantage de personnes embrassent cette cause et vous soutiennent. Mais comment tu vois, disons, les petits doudous dans 10 ans? Tu vois, c'est quoi la prochaine étape ou les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'il y aura de plus gros, en fait, qu'un Vendée Globe, alors même qu'il y a des personnes dont le seul objectif, ou l'un des principaux objectifs de leur vie, c'est de faire un tour du monde et un Vendée Globe. À Saint-Malo, on m'a posé la question IMOCA ou Ultime. J'ai dit les deux. Donc, peut-être qu'après, on continuera, je ne sais pas. Et il y en a qui disent nos limites. Voilà, moi, je suis très inspirée par Nelson Mandela. Et on m'a collé ça au-dessus de mon bureau, qui est une citation de Nelson Mandela et qui est un exemple de résilience assez dingue. Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Nouveau récit. Et il a aussi une autre vision qui me parle, c'est que quand on a gravi une colline, on sait qu'il y en a d'autres derrière. Et que la vie, c'est ça aussi. On ne va pas s'arrêter. Alors, moi, j'ai vraiment ce sentiment que le champ des collines, il est loin. Je ne sais pas où ça va me mener. Une chose est sûre, et c'est quelque chose qui se trotte dans ma tête, c'est que personne n'est indispensable. Et qu'il faut que les petits doudous naviguent sans moi. Et il y a plein d'endroits où les assos naviguent sans moi. Et où ils créent. Et j'ai la chance aussi par le projet Voile et de rencontrer des partenaires et d'aller à la rencontre des assos, et ça m'a poussé à faire ça et de rencontrer des gens aussi formidables partout et où ils font des assos sans moi, même si l'idée est là. Donc je me dis ça continuera de toute façon et ça ira là où ça doit aller. Et moi j'essaye juste de faire mon job quoi, et d'avoir cette vision, de prendre des bonnes décisions et de naviguer autour du monde sans doute, mais de faire que ça aille mieux pour les soignants et pour les enfants et pour tout le monde quoi, et aussi pour la planète au passage. Donc de faire sa part. Voilà, c'est juste ça. Merci Nolwenn. Merci. Nouveau récit. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, faites-le à l'adresse suivante: bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt. Parole